Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Le test de grossesse tomba des doigts tremblants de Clara Lann, telle une bombe qu'elle ne pouvait désamorcer. 2 lignes roses dévastatrices qui réécrivaient l'histoire de sa vie brisée. 6 semaines. Son bébé grandissait en elle depuis 6 semaines pendant qu'elle signait les papiers du divorce, emballait ses affaires et tentait de se convaincre que quitter Ethan Stone était le bon choix. Maintenant, assise dans le bureau ensoleillé du docteur Isabella Grant, fixant les miracles qu'elle avait supplié Dieu de lui accorder pendant 3 ans de chagrin, Clara avait l'impression que l'univers lui jouait la plus cruelle des farces imaginables. Le timing est. Commença doucement le docteur Grant. Impossible, murmura Clara. Nous avons essayé pendant 3 ans de déception, à regarder Ethan perdre espoir à chaque test négatif, et maintenant, 3 semaines après avoir détruit notre mariage, mon corps décide de créer la seule chose qui aurait pu nous sauver. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Leur dernière nuit ensemble, 2 semaines avant la signature des papiers du divorce. Ethan était rentré tard d'une autre réunion d'urgence, et au lieu de se disputer, ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre avec la passion désespérée de 2 personnes qui se savaient en train de se noyer. Pendant ces précieuses heures, rien d'autre n'existait que l'amour qui avait autrefois suffi à déplacer des montagnes. Ce devait être à ce moment-là, dans cet instant de connexion parfaite, que leur enfant avait été conçu. « Avez-vous envisagé de le lui dire, docteur ?» demanda prudemment Grant, ses cheveux argentés captant la lumière de l'après-midi qui filtrait par des fenêtres qui avaient été témoins des secrets de Charleston depuis plus d'1 siècle. Le rire de Clara ne contenait aucune once d'humour, seulement le tranchant de la douleur qui était sa compagne constante depuis qu'elle avait quitté le manoir de la rue Duval. Lui dire quoi? Que la femme pour laquelle il n'arrivait pas à trouver du temps porte le bébé auquel il avait cessé de croire? Que pendant qu'il choisissait le fantôme de son père au détriment de notre avenir, notre miracle grandissait déjà? Elle se leva brusquement, sa robe d'été fluide dissimulant le secret qui allait tout changer. À travers les fenêtres du bureau, elle pouvait voir Rainbow peinte dans des tons de rose et d'or, chaque maison pastel détenant ses propres histoires d'amour et de perte. Quelque part dans cette ville magnifique et suffocante, Ethan était probablement encore à son bureau, bâtissant l'empire qui comptait plus que la femme qu'il avait aimée de chaque souffle de son corps. Il a fait son choix le soir où il m'a dit que certains rêves n'étaient pas faits pour se réaliser, continua Clara, sa voix plus forte que le cœur brisé qui battait dans sa poitrine. Le travail avant la famille, le succès avant l'amour, l'héritage de son père avant la vie que nous aurions pu construire ensemble. Le docteur Grant se pencha en avant, l'inquiétude assombrissant ses yeux bienveillants. Clara, ma chérie, un bébé change tout. Même les choses que nous pensons gravées dans le marbre. Pas Ethan. Les mots sortirent comme une prière à laquelle elle avait cessé de croire. Ethan Stone ne change pour personne. Il s'attend à ce que le monde tourne autour de son emploi du temps, de ses priorités, des exigences impossibles de son père décédé. J'ai passé 7 ans à être la femme compréhensive, à trouver des excuses pour les dîners manqués et les anniversaires oubliés. Je n'élèverai pas mon enfant pour qu'il passe après une salle de conseil. La vérité de ces mots s'installa autour d'elle comme une armure. Elle avait loué le cottage dans le quartier français sous son nom de jeune fille, disparue de leurs cercles sociaux, recommencé à 34 ans parce que rester aurait tué quelque chose d'essentiel en elle. Ethan ne savait même pas où elle vivait maintenant, et elle comptait bien que cela reste ainsi. Que direz-vous à l'enfant à propos de son père, docteur? Demanda doucement Grant. La question perça les défenses de Clara comme une flèche trouvant sa cible. Elle posa la main sur son ventre encore plat, où une vie pas plus grande qu'une graine de pavot changeait déjà tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et le sacrifice. La vérité, dit-elle finalement. Que son père est un homme brillant qui a bâti un empire mais a oublié comment construire une famille. Qu'il nous a aimés à sa manière, mais que ce n'était pas suffisant. Que parfois, aimer quelqu'un signifie le protéger de la personne qui pourrait lui faire le plus de mal. En quittant le cabinet du médecin et en marchant sur les pavés usés par des siècles de secrets, Clara sentit le poids de sa décision s'installer dans ses os. L'air du soir portait le parfum du jasmin et des possibles, et pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à ressentir un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de la joie. Elle allait être mère. La pensée la terrifiait et l'excitait à parts égales. Elle avait rêvé de ce moment si longtemps, avait imaginé le visage d'Ethan quand elle le lui annoncerait, la façon dont il poserait ses mains sur son ventre arrondi et murmurerait des promesses à leur enfant à naître.
Ses rêves étaient morts le soir où il avait choisi un contrat commercial plutôt que leur dîner d'anniversaire. Mais l'amour qui avait créé ses rêves grandissait maintenant en elle. En passant devant le jeune couple qui poussait une poussette, leur visage rayonnant de ce bonheur qu'elle avait cru être son droit de naissance, Clara sentit quelque chose changer dans sa poitrine. La femme leva les yeux et sourit avec cette reconnaissance universelle entre mères, et Clara lui rendit son sourire, sa main se posant de manière protectrice sur le secret qu'elle portait. « Ce sera juste toi et moi », murmura-t-elle à la vie qui grandissait en elle. « Et je te le promets, mon trésor, tu n'auras jamais à te demander si tu es aimé. Tu n'auras jamais à rivaliser avec des fantômes ou des réunions de conseil pour l'attention de tes parents. Tu seras mon monde entier. » Mais alors même qu'elle faisait cette promesse, en traversant les rues historiques de Charleston, passant devant le manoir où elle avait été autrefois Madame Ethan Stone, Clara ne pouvait se défaire du sentiment que certains secrets étaient trop puissants pour être gardés éternellement. Son enfant avait un père qui ne savait pas qu'il existait, un homme dont les yeux gris et l'esprit brillant étaient déjà inscrits dans son ADN. La mousse espagnole se balançait dans la brise du soir comme les rideaux de la nature, et Clara Lann roulait vers sa nouvelle vie, portant le miracle qui allait soit guérir de vieilles blessures, soit les rouvrir plus béantes que jamais. Chapitre 2, le regret du millionnaire. L'argent du sang avait un goût de cendre dans la bouche d'Ethan Stone alors qu'il fixait les contrats signés qui lui avaient coûté tout ce qui valait la peine d'être possédé. La fusion de Tokyo était conclue. 3 milliards de dollars venaient d'être ajoutés à l'empire de son père, et Ethan ne ressentait absolument rien, si ce n'est le poids écrasant d'une victoire arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Depuis les fenêtres de son bureau d'angle, Charleston scintillait sous lui comme une ville de promesses brisées, chaque lumière un rappel de la vie qu'il avait bâtie et de l'amour qu'il avait détruit de ses propres mains. Monsieur Stone. Gideon Holt apparut à l'embrasure de la porte, tel un fantôme inquiet. Son visage buriné était plissé de soucis. Il est presque minuit. Vous devriez peut-être rentrer chez vous. Pour aller où? Le rire d'Ethan était assez tranchant pour couper du verre. Dans ce mausolée, où chaque pièce sent encore son parfum, où je peux m'asseoir dans le silence et me souvenir de ce que c'était d'être aimé par la seule femme qui ait jamais compté. Le verre en cristal dans sa main était devenu son compagnon le plus fidèle ces 3 dernières semaines, le whisky cher lui brûlant la gorge comme un regret liquide. Gideon travaillait pour la famille Stone depuis qu'Ethan était à l'université, l'avait vu passer du jeune homme qui quittait autrefois les réunions de conseil plus tôt pour cueillir des fleurs sauvages pour sa femme au bourreau de travail qui avait oublié son propre anniversaire. Elle vous aimait, dit doucement Gideon, sa voix portant le poids des années passées à regarder leur relation s'effriter. Aimait. Passé. Ethan posa le verre avant de le jeter contre le mur. Savez-vous comment elle m'a appelé le soir où elle est partie? Elle a dit que j'étais devenu exactement comme mon père. Pas les bons côtés, la vision, la motivation, la capacité de créer quelque chose à partir de rien, juste le pire côté, celui qui sacrifiait tout ce qui était réel pour quelque chose qui n'existait que sur le papier. L'accusation l'avait frappée comme un coup physique car elle était dévastatrice de vérité. Cornelius Stone avait bâti un empire, mais il était mort seul dans ce même bureau à 58 ans, travaillant sur un contrat qui ne pouvait attendre un jour de plus. Ethan l'avait trouvé affalé sur ces mêmes documents de fusion, et ses derniers mots avaient porté sur les projections du marché, pas sur le fils qui avait passé sa vie à essayer de gagner son approbation. J'ai juré que je serais différent, continua Ethan, la voix se brisant comme celle d'un adolescent. Je me suis promis de ne jamais choisir les affaires avant la famille comme il l'a fait. Et puis j'ai fait exactement ça, n'est-ce pas? Je l'ai laissé dîner seul pendant que je poursuivais son fantôme à travers 3 fuseaux horaires. L'ironie était suffocante. Il avait passé 20 ans à bâtir le genre de succès que son père avait exigé, accumulant une richesse et un pouvoir au-delà des rêves de la plupart des gens, et la seule chose qu'il avait jamais vraiment voulu lui était maintenant perdue pour toujours. Clara avait demandé si peu, un dîner ensemble, des conversations qui n'étaient pas interrompues par des appels téléphoniques, des vacances où son attention lui appartenait au lieu de n'importe quelle crise qui ne pouvait attendre le lundi. Où est-elle? Demanda soudain Ethan, la question qui le torturait depuis des semaines s'échappant enfin. J'ai conduit devant la galerie où elle travaillait, mais ils ont dit qu'elle avait démissionné. J'ai appelé tous les hôtels de Charleston, toutes les agences de location. C'est comme si elle s'était volatilisée. Gideon se déplaça, mal à l'aise. Peut-être qu'elle ne veut pas être retrouvée. La vérité de ces mots le frappa comme un coup de poing au plexus solaire. Clara avait disparu si complètement que même ses ressources considérables ne pouvaient la localiser. Elle n'avait presque rien pris de leur accord de divorce, juste son matériel d'art,
les bijoux de sa grand-mère et un cœur brisé qu'il avait causé. La femme qu'il avait autrefois assez aimée pour l'attendre jusqu'à 3 heures du matin quand ses vols étaient retardés ne voulait maintenant plus rien avoir à faire avec lui. J'ai engagé un détective privé, admis Ethan, la honte lui brûlant les joues. Puis je l'ai renvoyée avant qu'il ne puisse trouver quoi que ce soit. Si elle voulait que je sache où elle était, elle me le dirait. Elle a fait son choix. Vraiment, demanda doucement Gideon. Où l'avez-vous fait pour elle, un dîner manqué à la fois? La question flotta dans l'air comme une accusation. Ethan pensa à leur dernier anniversaire, à la robe émeraude qu'elle portait et qu'il avait à peine remarquée, à la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'il avait répondu à son téléphone pendant leur dernière dispute. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux cette nuit-là, pas seulement de la colère, mais une sorte de tristesse désespérée, comme si elle regardait leur mariage mourir en temps réel. Elle a tellement essayé, murmura-t-il, les aveux lui écorchant la gorge. 3 ans de traitement de fertilité, d'espoir, de prière et de foi que nous pourrions tout avoir. Et j'ai vu son espoir mourir un peu plus à chaque test négatif, je l'ai vu se blâmer pour quelque chose qui était probablement de ma faute de toute façon, le stress que je lui imposais, la façon dont je n'étais jamais vraiment présent même quand j'étais à la maison. Les mots de sa mère, prononcés plus tôt cette semaine, résonnaient dans son esprit avec une clarté dévastatrice. Tu as détruit la seule chose réelle que tu aies jamais eue, Ethan. Ton père a bâti un empire, mais au moins, il n'a jamais oublié ce qui comptait le plus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Toi, tu as oublié alors que tu avais encore le temps de te souvenir. Margaret Stone était venue de leur domaine familial de Savannah spécifiquement pour livrer ce sermon particulier, et chaque mot avait été un couteau entre ses côtes. Elle l'avait trouvé ivre et brisé dans leur manoir familial, entouré de pièces vides qui contenaient encore le rire de Clara dans leurs murs. J'ai annulé la réunion du conseil ce matin, dit soudain Ethan, les mots le surprenant lui-même. C'est la première fois en 10 ans que j'annule quelque chose pour des raisons personnelles. Savez-vous pourquoi? Gideon attendit, ayant appris quand Ethan avait besoin de parler et quand il avait besoin de silence. Parce que j'ai réalisé qu'elle avait raison sur tout. Papa ne m'a pas laissé cette entreprise parce qu'il m'aimait, il me l'a laissée parce qu'il ne pouvait pas l'emporter avec lui, et il savait que j'étais assez stupide pour sacrifier ma vie pour son héritage comme il l'a fait. Ethan se leva, sa haute silhouette se découpant sur les lumières de la ville. J'ai poursuivi l'approbation d'un homme mort pendant 20 ans, et cela m'a coûté la seule personne dont l'approbation comptait vraiment. Le bureau ressemblait à une tombe remplie de réalisations sans signification. Des récompenses tapissaient les murs, preuve d'un succès qui avait un goût de sûr. Ethan avait tout ce que son père avait voulu pour lui, et rien qui ne rende le réveil de demain valable. Que allez-vous faire? Demanda Gideon. Je vais la retrouver. La décision se cristallisa dans la poitrine d'Ethan comme de l'acier se refroidissant. Peu m'importe si elle a déménagé en Alaska, changé de nom ou construit une nouvelle vie qui ne m'inclut pas. Je vais retrouver Clara, et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je peux être l'homme qu'elle méritait depuis le début. Ethan ramassa son alliance là où elle était posée sur son bureau depuis 3 semaines, l'anneau de platine captant les lumières du bureau comme une promesse qu'il avait rompue. Il la glissa de nouveau à son doigt pour la première fois depuis son départ, son poids à la fois familier et étranger. Et si elle ne veut pas écouter, continua-t-il, alors je continuerai d'essayer jusqu'à ce qu'elle le fasse. C'est l'amour de ma vie, Gideon. La seule femme que j'ai jamais aimée. La seule que j'aimerai jamais. Je préférerais passer les 50 prochaines années à mériter son pardon que 5 minutes à prétendre que je pourrais être heureux sans elle. Alors qu'il quittait le bureau qui avait été sa prison, Ethan sentit quelque chose changer dans sa poitrine, pas exactement de l'espoir, mais la possibilité de l'espoir. Demain, il commencerait la campagne la plus difficile de sa vie, non pas pour bâtir un empire commercial, mais pour reconquérir la femme dont l'amour avait été la seule chose qui l'ait jamais fait se sentir vraiment accompli. Derrière lui, les documents de la fusion gisaient abandonnés sur son bureau, des milliards de dollars en contrats qui lui avaient tout coûté et ne signifiaient absolument rien. Devant lui se trouvait la mission la plus importante de sa vie, retrouver la femme qu'il avait perdue et prouver que l'amour pouvait triompher même du plus profond regret. Chapitre 3, cachés sous les yeux de tous les nausées matinales frappèrent Clara Lann comme un TGV déguisé, la forçant à abandonner la réunion client la plus importante de sa nouvelle carrière pour vomir derrière le Magnolia à l'extérieur de la prestigieuse galerie de Sterling Whitmore. « Mon Dieu, ma fille, qu'as-tu mangé ?» La voix d'Aurora Gall déchira l'air humide du matin alors qu'elle se précipitait aux côtés de sa meilleure amie, l'inquiétude se lisant sur ses traits saisissants. « Tu as une mine de déterré. » Clara s'essuya la bouche avec le dos de sa main,
essayant de retrouver un peu de dignité tandis que son monde tournait comme un manège de fête foraine. À 10 semaines de grossesse, son corps était devenu un étranger avec son propre agenda, la trahissant au pire moment possible. L'ironie ne lui échappait pas. Après des années à prier pour avoir des symptômes de grossesse, elle les subissait maintenant aux moments les plus inopportuns. Ce doit être quelque chose que j'ai mangé, mentit-elle, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. C'était la 5e fois cette semaine qu'elle utilisait cette excuse, et l'œil d'artiste d'Aurora était trop affûté pour manquer les motifs. Les crevettes d'hier soir, peut-être? Chérie, tu n'as pas mangé de crevettes hier soir. Tu as poussé de la salade dans ton assiette pendant 1 heure et tu es devenue verte quand le serveur a apporté le pain. Les yeux sombres d'Aurora se plissèrent avec le genre d'inquiétude qui venait de 15 ans d'amitié. Et tu n'as pas touché de vin depuis des semaines. La Clara que je connais boirait une bouteille de champagne pour célébrer l'obtention du compte de la collection Harrison. Le comte Harrison. 3 mois plus tôt, représenter l'une des plus anciennes familles de Charleston aurait été l'opportunité d'une vie. Maintenant, cela ressemblait à un jeu de déguisement dans la vie de quelqu'un d'autre alors que son propre monde devenait de plus en plus compliqué chaque jour, chaque matin apportant de nouveaux défis, cacher sa taille qui s'élargissait, trouver des excuses pour ses aversions alimentaires soudaines, et prétendre que recommencer à 34 ans n'était pas terrifiant alors qu'elle était sur le point de devenir mère célibataire. « Je vais bien », insista Clara, redressant sa blouse fluide qui était devenue essentielle à sa garde-robe. « Je m'adapte juste au nouveau travail, à la nouvelle vie, à tout ce qui est nouveau. Mon estomac est sensible depuis le divorce. » Le mensonge sortit facilement, mais l'expression d'Aurora suggérait qu'elle n'y croyait pas. En tant qu'étoile montante de l'art contemporain à Charleston, Aurora Gall avait bâti sa réputation en voyant ce que les autres manquaient, en trouvant la vérité dans les espaces entre les coups de pinceau. Appliquer cette même intensité au comportement de sa meilleure amie donnait des résultats inconfortables. « Depuis quand portes-tu des vêtements amples ?» insista Aurora, désignant la tenue soigneusement choisie de Clara. « Tu vivais dans ces robes ajustées qui rendaient les yeux d'Ethan tout embrumés. Maintenant, tu t'habilles comme si tu cachais quelque chose. » La mention du nom d'Ethan frappa Clara comme un coup physique. Elle avait pris soin d'éviter leurs anciens lieux de prédilection, leurs amis communs, tout endroit où son souvenir pourrait l'attendre pour l'assaillir. Mais elle ne pouvait éviter la façon dont l'inquiétude d'Aurora lui rappelait à quel point il avait été attentif pendant leur tentative de concevoir, comment il l'avait observé pour des signes et des symptômes avec l'intensité d'un homme désespéré d'espoir. « Je ne cache rien, » dit Clara, mais sa main se posa instinctivement sur son ventre avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « J'aime juste être à l'aise. » Est-ce un crime? Aurora surprit le geste, son œil d'artiste ne manquant rien. « Clara Marilyn, nous sommes amis depuis l'université. Je sais quand tu me mens. Et là, chérie, tu mens si fort que je suis surprise que ton pantalon n'ait pas pris feu. » Avant que Clara ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto du docteur Grant lui rappelant son rendez-vous de la semaine prochaine. Elle se dépêcha de le mettre en silencieux. Mais pas avant qu'Aurora n'aperçoive l'identifiant de l'appelant. « Docteur Grant ?» Les sourcils d'Aurora se haussèrent. N'est-elle pas gynécologue obstétricienne? Pourquoi vois-tu un médecin pour bébé si tu es juste stressé par le divorce? La question flotta dans l'air humide de Charleston comme de la mousse espagnole, lourde de secrets. Autour d'eux, le quartier français s'animait de son rythme matinal habituel, des touristes photographiant des balcons en fer forgé, des habitants se hâtant au travail avec des tasses de café et des plans ambitieux, la ville se réveillant pour une autre journée de beauté, d'histoire et de mystère soigneusement gardés. « Ce n'est rien, » dit rapidement Clara, mais sa voix se brisa sur les mots. Juste quelques irrégularités. Des trucs liés au stress. Le divorce a été plus dur pour mon corps que je ne le pensais. Des irrégularités. Aurora répéta le mot comme si elle dégustait du vin, le faisant tourner pour détecter les notes de tromperie. Quel genre d'irrégularité? Des règles manquées, des nausées matinales, une envie irrésistible de porter des robes amples et d'éviter le vin? La précision de l'évaluation fit vaciller les genoux de Clara. Elle avait sous-estimé à quel point Aurora la connaissait, à quel point ses secrets étaient transparents pour quelqu'un qui l'avait vu naviguer 7 ans de mariage et 3 ans de lutte pour la fertilité. « Aurora, s'il te plaît », murmura Clara, le désespoir se glissant dans sa voix. « Quoi que tu penses savoir, ne dis rien. Certaines choses sont trop compliquées à expliquer. » Compliquées? Comme tomber enceinte accidentellement juste après avoir divorcé de l'homme avec qui tu essaies d'avoir un bébé depuis 3 ans? La voix d'Aurora était douce mais implacable.
Compliqué, comme porter l'enfant d'Ethan Stone tout en te cachant de lui dans le quartier français? Les mots frappèrent Clara comme une confession qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire. Sa façade soigneusement construite s'effrita comme du sucre sous la pluie, la laissant exposée et vulnérable sur un trottoir public, avec le secret le plus important de sa vie suspendu entre elles. Comment as-tu? Commença Clara, puis s'arrêta, ses mains tremblant alors que la réalité la submergeait. Chérie, je suis une artiste. Je vois des choses, dit Aurora. La façon dont tu touches ton ventre quand tu penses que personne ne regarde. La façon dont tu rayonnes malgré le fait que tu prétends être misérable. La façon dont tu commandes du thé au gingembre au lieu de café et t'excuses à chaque repas avant le dessert. Aurora se rapprocha, sa voix baissant à un murmure. En plus, tu as vomi derrière un magnolia à 9 h du matin. Même pour Charleston, ce n'est pas exactement subtil. Clara sentit les larmes menacées. La volatilité émotionnelle de la grossesse, combinée au soulagement d'être vue, vraiment vue, par quelqu'un qui l'aimait. Elle portait ce secret seule depuis des semaines, et son poids l'écrasait lentement. Je ne peux pas le lui dire, dit-elle finalement, les mots jaillissant comme l'eau d'un barrage rompu. Je ne peux pas le dire à Ethan. Soit il essaiera de tout arranger avec de l'argent et des avocats, soit il le verra comme une autre obligation à gérer entre les réunions du conseil. Dans les deux cas, je perds. Aurora serra son amie dans une étreinte féroce, sans se soucier des clients de la galerie du petit matin qui pourraient les regarder. Oh, ma chérie, tu en es à combien de temps? 10 semaines. Prévu pour le début du printemps, dit Clara, les mots semblant étranges dans sa bouche, comme si elle parlait une langue étrangère. Je l'ai découvert 3 semaines après la finalisation du divorce. Le timing est si parfait que c'en est presque drôle. Sauf que rien de tout cela n'est vraiment drôle. Quelqu'un d'autre est au courant? Juste le docteur Grant et maintenant toi. Clara recula, s'essuyant les yeux avec soin pour préserver ce qui restait de son maquillage. Aurora, tu ne peux le dire à personne. Pas à ta mère. Pas à ta sœur. Pas à ce chroniqueur mondain avec qui tu sors. Personne ne doit savoir. Et quand tu commenceras à avoir un ventre apparent? Et quand le bébé arrivera? Ethan n'est pas stupide, Clara. Il finira par comprendre. Les questions que Clara avait évitées se précipitèrent sur elle comme une marée qu'elle ne pouvait retenir. Elle vivait au jour le jour, semaine après semaine, comme si sa grossesse existait dans une bulle qui n'aurait jamais à croiser la réalité. Mais les bébés grandissent, et Charleston est une petite ville, et certains secrets sont trop grands pour être gardés éternellement. Je m'en occuperai le moment venu, dit-elle, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Peut-être que je déménagerai. Je recommencerai ailleurs où il ne nous trouvera jamais. La Californie peut-être, ou Portland. Un endroit où je pourrais élever notre enfant sans que le fantôme de ce que nous étions ne hante chaque coin de rue. L'expression d'Aurora était un chef-d'œuvre de scepticisme et d'inquiétude. Tu vas t'enfuir. La femme qui s'est battue bec et ongle pour se construire une vie dans cette ville va faire ses valises et disparaître parce qu'elle est enceinte du bébé de son ex-mari. Présenté ainsi, cela semblait ridicule. Mais l'alternative faire face à Ethan, le regarder essayer de gérer leur situation comme une autre transaction commerciale, voir leur enfant devenir un autre élément sur sa liste de choses à faire interminable lui semblait impossible. Je ne sais pas quoi faire d'autre, admit Clara, sa voix petite et perdue. Je l'aime, Aurora. Je l'aime encore tellement que ça fait mal de respirer parfois. Mais l'amour ne suffit pas quand quelqu'un ne peut pas te choisir avant tout le reste qui réclame son attention. Avant qu'Aurora ne puisse répondre, une voix familière déchira l'air du matin comme un couteau dans de la soie. Clara? Elles se tournèrent à l'unisson, et le cœur de Clara cessa de battre pendant environ 3 secondes complètes. À une quinzaine de mètres de là, devant le café où elle retrouvait Ethan pour déjeuner quand il venait de se marier, se tenait Gideon Holt, l'assistant de son ex-mari, et la seule personne à Charleston la plus susceptible de rapporter sa localisation à l'homme qu'elle essayait d'éviter. Il la fixait avec le genre de reconnaissance qui signifiait que son anonymat soigneusement préservé venait de s'évaporer comme la brume matinale. Et dans sa main se trouvait un téléphone portable qui pouvait le connecter à Ethan Stone en environ 30 secondes. Clara Lann n'était plus cachée sous les yeux de tous. Elle était simplement exposée, enceinte, et complètement à court d'endroit où fuir. Chapitre 4, la rencontre fortuite. Le destin portait un smoking noir et avait le visage d'Ethan Stone lorsqu'il franchit l'entrée du gala annuel de la Charleston Heritage Foundation, ignorant complètement que son ex-femme se tenait figée à 6 mètres de là,
comme un cerf ébloui par des phares. La flûte de champagne de Clara glissa de ses doigts inertes, les cristaux se brisant sur le sol en marbre de la salle de bal historique avec un bruit semblable à celui de sa nouvelle vie soigneusement construite explosant en 1000 morceaux. Elle avait oublié cet événement, l'avait effacé de sa mémoire avec tout ce qui appartenait à leur ancienne vie commune. Maintenant, enceinte de 4 mois et à peine dissimulée dans une robe de soirée bleu marine fluide, elle regardait le seul homme qu'elle ait jamais aimé balayer la foule de ses yeux gris dévastateurs qui avaient autrefois vu jusqu'au fond de son âme. « Respire », murmura Aurora de toute urgence à côté d'elle, serrant le coude de Clara avec assez de force pour laisser des bleus. « Respire, c'est tout. Il ne sait pas que tu es là. » Mais alors même que sa meilleure amie prononçait ces mots, le regard d'Ethan la trouva à travers la salle de bal bondée avec la précision infaillible d'un homme qui pourrait localiser les battements de son cœur dans une pièce pleine d'inconnus. Au moment où leurs yeux se croisèrent, le reste du monde cessa d'exister. L'orchestre jouant Vivaldi, les conversations sur la préservation historique de Charleston, les 200 autres invités dans leurs plus beaux atours, tout disparut sauf l'espace entre eux qui semblait soudain à la fois infini et inexistant. Il avait l'air terrible. Magnifique, élégant, dévastateur dans son smoking parfaitement taillé, mais terrible de la manière que seul un chagrin d'amour peut accomplir. Son visage était plus mince, ses yeux gris ombrés de fatigue, ses cheveux sombres plus longs qu'à son habitude, comme s'il avait oublié de se soucier des détails qui comptaient tant autrefois. Même à distance, elle pouvait voir le poids de leur séparation gravé dans chaque ligne de son expression. « Merde », souffla Aurora, suivant le regard de Clara. « D'accord, nouveau plan. On part tout de suite avant qu'il ne puisse. » Mais Ethan se déplaçait déjà, fendant la foule avec la détermination ciblée qui avait bâti son empire et détruit leur mariage. Les gens s'écartaient automatiquement, reconnaissant l'intensité d'un homme en mission, et Clara se trouva également incapable de se diriger vers lui ou de s'éloigner, prise dans l'attraction gravitationnelle d'un amour qui n'était pas mort simplement parce qu'ils avaient signé des papiers le déclarant légalement terminé. Madame Stone. Il s'arrêta juste devant elle, l'ancien titre tombant de ses lèvres comme une prière qu'il n'était pas sûr d'avoir le droit de prononcer. Sa voix était plus rauque que dans son souvenir, comme s'il avait passé les 4 derniers mois à crier ou à pleurer, ou les deux. Célan, maintenant, corrigea-t-elle automatiquement, puis regretta immédiatement la façon dont les mots le firent tressaillir. Je l'ai repris. Bien sûr que tu l'as fait. Son sourire était douloureux à voir, autodérisoire et brisé à parts égales. Tu as tout repris, n'est-ce pas? Y compris ton adresse, ton numéro de téléphone et ton désir d'exister dans la même ville que moi. L'accusation flotta entre eux comme un défi, et Clara releva le menton avec la fierté qu'il avait portée à travers les pires semaines de sa vie. J'ai recommencé à zéro. C'est ce que les gens font quand leur mariage explose. C'est ce que nous avons fait? Exploser? Ethan se rapprocha, et soudain elle put sentir son eau de Cologne, voir les ridules autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand ils étaient heureux. Parce que je me souviens plutôt d'une lente hémorragie, d'une mort par 1000 petites coupures, chacune administrée par ma propre négligence. L'honnêteté de sa voix l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas l'Ethan qui avait répondu à son téléphone pendant leur dîner d'anniversaire, qui avait traité leur relation comme une autre transaction commerciale à gérer efficacement. C'était l'homme dont elle était tombée amoureuse sous la mousse espagnole et la lumière des étoiles, celui qui lui avait lu de la poésie et lui avait promis l'éternité avant d'oublier comment prioriser les choses qui comptaient le plus. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix stable pendant que son cœur essayait de s'échapper de sa poitrine. « Ce n'est plus vraiment ton genre de scène. Trop d'obligations sociales, pas assez de marge bénéficiaire. » La pique atteignit sa cible, et elle le regarda absorber la douleur avec la grâce de quelqu'un qui savait qu'il le méritait. « Je suis allé à tout, » dit-il doucement, chaque événement caritatif, chaque vernissage, chaque fonction sociale à Charleston ces 4 derniers mois, en espérant te voir, en espérant que tu me donnerais 5 minutes pour te dire à quel point j'ai complètement détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ethan, commença-t-elle. Mais il leva une main qui tremblait légèrement, et elle réalisa que cette conversation lui coûtait autant qu'à elle. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai perdu ce droit le soir où j'ai choisi un contrat commercial plutôt que notre dîner d'anniversaire. Mais je veux que tu saches que j'échangerai chaque dollar, chaque contrat, chaque réussite des 20 dernières années pour une chance de plus de t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Les mots la frappèrent comme des coups physiques, chacun atterrissant au centre exact de blessures qui n'avaient même pas commencé à guérir. Autour d'eux, le gala continuait son rythme élégant, mais Clara se sentait aussi exposée que s'ils étaient seuls sur une scène,
avec des projecteurs illuminant chaque secret qu'elle portait. Il est trop tard, murmura-t-elle, sa main se posant instinctivement sur son ventre avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Le geste était minuscule, protecteur, inconscient, mais les yeux d'Ethan suivirent le mouvement avec la concentration laser qui avait fait sa fortune et lui avait coûté tout ce qui comptait. Son regard s'attarda sur sa robe fluide, sur la façon dont elle se tenait légèrement de biais pour minimiser son profil, sur la douceur arrondie que 4 mois de grossesse avaient ajoutée à son visage et à sa silhouette. Elle vit la compréhension poindre dans son expression, comme un lever de soleil sur le port, lent, inévitable et complètement transformateur. Clara, dit-il, et son nom était une question, une prière et une accusation, le tout enveloppé dans 2 syllabes qui avaient le pouvoir de tout changer. Ne dis rien, dit-elle rapidement, la panique montant dans sa gorge comme de la bile. Quoi que tu penses voir, quoi que tu penses savoir. Tu es enceinte. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes qui atteindraient chaque recoin de leur vie. Tu portes mon bébé. L'affirmation n'était pas une question, et la certitude dans sa voix lui dit que le déni serait inutile. 4 mois de dissimulation soigneuse, de vêtements amples, de positionnement stratégique et de mensonges purs et simples, anéantis en un seul instant d'instinct maternel. De combien de temps? Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle portait le poids du monde entier d'un homme basculant sur son axe. Ça n'a pas d'importance, dit-elle désespérément, reculant et heurtant immédiatement Aurora, qui se tenait en garde comme une sentinelle féroce et élégante. Ça ne te concerne pas. Pas ma préoccupation? La voix d'Ethan se brisa comme celle d'un adolescent, attirant les regards des invités voisins qui commençaient à sentir le drame dans leur soirée parfaitement orchestrée. Tu portes mon enfant, et tu penses que ce n'est pas ma préoccupation? Tu as fait ton choix, siffla Clara, essayant de garder sa voix basse alors que toute son existence s'effondrait autour d'elle. Le travail avant la famille, le succès avant l'amour, le fantôme de ton père avant notre avenir. Tu n'as pas le droit de changer d'avis juste parce qu'il y a un bébé en jeu. Tout a changé, dit-il avec ferveur, se rapprochant jusqu'à ce qu'elle puisse voir des éclats dorés dans ses yeux gris, compter les nouvelles rides que le chagrin avait creusées autour de sa bouche. Tout a changé le soir où tu es parti, et ça change chaque jour depuis. J'ai essayé de te trouver pendant des mois, d'essayer de prouver que je pouvais être l'homme que tu méritais. Et maintenant? Maintenant rien. La voix de Clara était plus forte qu'elle ne se sentait, alimentée par 4 mois de préparation à cette confrontation exacte. Maintenant, tu retournes à ton empire, à tes réunions de conseil et aux exigences impossibles de ton père, et je retourne à ma vie, la vie que je construis pour moi et mon bébé. Notre bébé, corrigea Ethan, et le pronom possessif la frappa comme une gifle. Notre enfant, Clara. Conçu par amour. Même si j'ai été trop stupide pour protéger cet amour quand c'était le plus important. L'orchestre choisit ce moment pour commencer une valse, leur valse, la chanson sur laquelle ils avaient dansé à leur mariage, la mélodie qui avait joué pendant une centaine de soirées tranquilles de leur mariage, quand le monde était assez petit pour ne consister qu'en eux deux, et l'amour qui avait autrefois suffi à déplacer des montagnes. Danse avec moi, dit soudain Ethan, tendant la main comme une invitation à plonger ensemble d'une falaise. Une danse, 5 minutes pour se souvenir de ce que nous étions avant que je ne le détruise. Je ne peux pas, murmura Clara. Mais alors même qu'elle parlait, son corps la trahissait, se balançant légèrement vers lui comme attiré par la gravité ou la mémoire, ou le genre d'amour qui brûlait assez fort pour survivre aux papiers de divorce et aux promesses rompues. S'il te plaît, dit-il, et le mot contenait 4 mois de regret, 20 ans d'ambition qui lui avaient tout coûté, et l'espoir désespéré d'un homme qui avait enfin appris ce qui comptait le plus. Juste une danse, et ensuite je te laisserai partir. Je te laisserai tranquille si c'est ce que tu veux. Mais donne-moi 5 minutes pour te tenir dans mes bras pendant que notre bébé grandit entre nous. Et je passerai le reste de ma vie à être reconnaissant pour ce moment. La demande était impossible à accorder et impossible à refuser. Autour d'eux, d'autres couples se dirigeaient vers la piste de danse, mais Clara ne voyait que la main tendue d'Ethan et la promesse de désastre ou de rédemption qu'elle représentait. Dans son ventre, leur enfant bougea comme s'il répondait à la musique ou au son de la voix de son père, et Clara sentit ses dernières défenses s'effondrer comme des châteaux de sable à marée haute. Une danse, s'entendit-elle dire en plaçant sa main tremblante dans la sienne. 5 minutes, et ensuite nous redevenons des étrangers. Au moment où ses doigts se refermèrent sur les siens, la mémoire musculaire prit le dessus. Son corps se souvenait de la façon exacte dont il s'emboîtait, de la façon dont ses mains se posaient au creux de son dos, de la façon dont sa tête trouvait l'angle parfait contre son épaule.
Ils se dirigèrent vers la piste de danse comme des somnambules entrant dans un rêve partagé. Et quand la musique les enveloppa, Clara sentit 4 mois de distance soigneusement entretenus s'évaporer en l'espace d'un battement de cœur. « Tu es plus belle que jamais », murmura Ethan contre ses cheveux, sa voix rauque d'émotion. « La grossesse te va bien. Tu brilles comme la lumière des étoiles. » « Ne dis pas ça », l'avertit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Être dans ses bras, c'était comme rentrer à la maison après un long exil, et son cœur traître oubliait déjà pourquoi elle était partie. « Tu m'as manqué chaque seconde de chaque jour », continua-t-il, sa confession coulant sur elle comme du miel chaud. « Ton rire m'a manqué, ta cuisine terrible, la façon dont tu fredonnes sous la douche. La femme qui m'a fait croire que je pouvais être meilleur que mon père ne l'a jamais été m'a manqué. » Ils valsèrent ensemble en parfaite harmonie, son ventre arrondi une douce pression entre eux qui parlaient de promesses et de possibilités. D'autres couples dansaient autour d'eux, mais Clara se sentait aussi isolée et exposée que s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La question était à peine audible, prononcée dans ses cheveux avec le genre de douleur qui laisse des cicatrices. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance avec ça ?»« Parce que tu as prouvé que je ne pouvais te faire confiance avec rien d'important, » répondit-elle. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, ils semblaient moins vrais qu'il y a 4 mois. L'homme qui la tenait n'était pas le bourreau de travail distant qui avait oublié leur anniversaire. C'était quelqu'un transformé par la perte, adouci par le regret, rendu tendre par le genre d'amour qui survit même aux erreurs dévastatrices. « Je sais, dit-il simplement. Je sais que j'ai perdu le droit à ta confiance le soir où j'ai tout choisi avant toi. Mais, Clara, si tu me donnes une chance de plus, juste une, je jure sur la vie de notre enfant que je passerai chaque jour à prouver que tu peux me faire confiance à nouveau. » La promesse flotta entre eux comme un pont sur un gouffre impossible. Une partie d'elle voulait le traverser, voulait croire que l'amour pouvait triompher des schémas qui les avaient détruits. Mais la plus grande partie, celle qui avait été brisée par des années à passer après les réunions de conseil et les voyages d'affaires, ne pouvait pas tout à fait faire le saut. « J'ai peur », admit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « J'ai peur que tu redeviennes l'homme qui a oublié que j'existais dès que quelqu'un avait besoin d'une fusion approuvée. J'ai peur que notre bébé grandisse en regardant son père choisir le travail avant la famille de la même manière que moi. » « Alors laisse-moi te prouver le contraire, » dit Ethan avec ferveur, la faisant tourner doucement pour que sa robe s'envole autour d'eux comme des pétales de fleurs. « Laisse-moi te montrer que te perdre m'a appris la différence entre le succès et le bonheur. Laisse-moi te démontrer que je préférerais être un homme d'affaires médiocre et un mari et un père extraordinaire que l'homme le plus riche du cimetière de Charleston. » La chanson se terminait, leurs 5 minutes s'évaporant comme la brume matinale. Bientôt, la musique s'arrêterait et elle devrait choisir entre la sécurité de la vie qu'elle s'était construite seule et la possibilité terrifiante que l'amour puisse suffire cette fois. « Notre bébé donne des coups, » dit-elle soudainement, la confession les surprenant tous les deux. « Quand la musique joue, quand je ris, quand je pense à toi. » Comme s'il savait qu'il nous appartient à tous les deux, même si nous n'arrivons pas à nous appartenir l'un à l'autre. La main d'Ethan se déplaça vers son ventre avec un soin respectueux, sa paume se posant sur l'endroit où leur enfant grandissait. Pendant un instant, ils restèrent parfaitement immobiles au milieu de la piste de danse, connectés par le toucher, l'espoir et le miracle d'une nouvelle vie. « Tu le sens ?» murmura Clara. « Je sens tout, » répondit-il, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je sens notre bébé et je sens à quel point je t'aime et je sens le poids de chaque erreur que j'ai commise. Mais surtout, je sens l'espoir. Pour la première fois en 4 mois, je sens l'espoir. » La musique se termina sur une dernière note persistante qui semblait résonner dans l'espace entre leurs cœurs. Autour d'eux, les couples se séparèrent et applaudirent, mais Ethan et Clara restèrent enfermés dans leur étreinte, aucun ne voulant être le premier à lâcher prise. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, sa voix petite et vulnérable. « Maintenant, je me bats pour toi, » dit Ethan, son pouce traçant de doux cercles sur son ventre. « Maintenant, je prouve que les secondes chances ne sont pas que des contes de fées. Maintenant, je te montre que l'homme qui t'a perdu n'est pas le même que celui qui va te reconquérir. Et si je dis non? Si je te dis de nous laisser tranquilles? » La question flotta entre eux comme une lame, assez tranchante pour couper l'espoir et les laisser saigner. Ethan resta silencieux si longtemps que Clara se demanda s'il allait répondre. « Alors je respecterai tes souhaits, » dit-il finalement, chaque mot soigneusement mesuré et dévastateur de sincérité. « Mais je n'abandonnerai pas. Je t'aimerai à distance, je soutiendrai notre enfant de la manière que tu me le permettras,
et je passerai chaque jour à devenir l'homme qui te mérite, même si je n'ai jamais la chance de le prouver. La salle de bal commençait à se vider autour d'eux, la soirée touchant à sa fin comme une horloge à court de temps. Aurora apparut au coude de Clara, les clés de voiture déjà en main, prête à extraire son amie d'une situation qui avait échappé à tout contrôle. « J'ai besoin de temps », dit Clara en reculant, mais sans pouvoir tout à fait lâcher sa main. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour digérer, pour savoir si je suis assez courageuse pour tout risquer à nouveau. »« Prends tout le temps dont tu as besoin », répondit Ethan en portant sa main à ses lèvres et en déposant un baiser sur ses jointures qui ressemblaient à une promesse. « Je serai là quand tu seras prête. Je serai là même si tu n'es jamais prête. » Alors qu'Aurora l'emmenait, Clara jeta un dernier regard en arrière pour voir Ethan debout, seul sur la piste de danse vide, ses mains toujours tendues comme s'il pouvait s'accrocher aux fantômes de leur étreinte. L'image se grava dans sa mémoire, un homme brisé entouré des vestiges d'une soirée qui avait tout changé, l'espoir et le chagrin se livrant bataille dans son expression alors qu'il regardait l'amour de sa vie s'éloigner, portant leur enfant à naître. Dehors, dans la nuit de Charleston, la mousse espagnole se balançait dans la brise du port comme une bénédiction de la nature, et Clara Lann rentra chez elle, sachant que son secret n'était plus en sécurité, que son cœur n'était plus protégé, et que l'avenir qu'elle avait si soigneusement construit venait d'être pulvérisé par 5 minutes de danse avec le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Chapitre 5, la poursuite incessante. Les pivoines arrivèrent à 9h15 précise le lundi matin, livrés par un fleuriste qui semblait légèrement déconcerté de porter le même arrangement pour le 7e jour consécutif. « Mademoiselle Lann », dit le livreur, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans. Le visage rouge de cette confusion romantique qui naît lorsqu'on fait partie de l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. « Celles-ci sont encore pour vous. Le gentleman a dit de vous dire que les pivoines signifient l'honneur et la richesse, mais aussi la timidité et la honte, ce qui semble assez bien correspondre à sa situation actuelle. » Clara accepta les fleurs avec des mains qui s'étaient mises à trembler dès l'instant où elle avait vu la camionnette familière du fleuriste s'arrêter devant la galerie. 5 semaines s'étaient écoulées depuis le gala. 5 semaines à prouver que sa transformation n'était pas seulement un remords provoqué par la crise, mais un changement fondamental de l'homme qu'elle avait épousé et perdu. Les fleurs n'étaient que le début d'une campagne, si subtile et implacable qu'elle avait l'impression d'être courtisée par un homme qui avait étudié son cœur comme un plan de bataille. « Il y a un mot », ajouta le garçon serviablement, comme si elle avait pu manquer l'enveloppe couleur crème nichée entre les douces fleurs roses, et il voulait que je vous dise qu'il sait que vous n'êtes pas encore prête à le voir, mais il espère que vous laisserez les fleurs parler pour lui jusqu'à ce que vous le soyez. Après le départ du garçon, Clara s'assit seule dans son bureau au fond de la galerie de Sterling Whitmore, entourée des preuves accumulées de la dévotion d'Ethan, des pivoines pendant 7 jours, chaque arrangement accompagné d'un mot manuscrit qui faisait référence à un petit détail de leur mariage qu'elle était certaine qu'il avait oublié. La fois où elle avait mentionné adorer l'odeur des pivoines au marché fermier, sa confession qu'elle avait toujours voulu un jardin rempli de fleurs qui s'épanouissaient dans des tons de coucher de soleil, le matin où elle avait pleuré parce que les pivoines de leur jardin avaient été détruites par une tempête inattendue, et il l'avait tenue dans ses bras comme si ses larmes pour des fleurs étaient la chose la plus importante au monde. « Je me souviens de tout », disait le mot d'aujourd'hui, de son écriture familière. Chaque sourire, chaque rire, chaque moment que j'étais trop aveugle pour chérir correctement. Je me souviens de la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gère, c'est quelque chose auquel on s'abandonne. Je m'abandonne maintenant, Clara. Complètement. À 5 mois de grossesse, elle commençait à manquer de vêtements amples et d'angles créatifs pour cacher son ventre qui s'arrondissait. Le bébé avait commencé à bouger régulièrement maintenant. De légers battements qui ressemblaient à des papillons testant leurs ailes. Et chaque fois que cela se produisait, elle se surprenait à vouloir partager ce miracle avec la seule personne qui n'y avait aucun droit et qui y avait tous les droits simultanément. Son téléphone vibra avec un texto d'Aurora. Un autre camion de livraison vient de s'arrêter. Celui-ci dit, du bureau d'Ethan Stone. Dois-je m'inquiéter ? Clara se dirigea vers l'avant de la galerie, où un homme en uniforme déchargeait ce qui semblait être un chevalet vintage, du genre qu'elle avait admiré dans les boutiques d'antiquités mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. Son souffle se coupa dans sa gorge lorsqu'elle le reconnut, pas n'importe quel chevalet, mais exactement celui qu'elle s'était arrêtée pour photographier devant une vente successorale à Savannah 3 ans plus tôt. Elle avait montré la photo à Ethan, mentionné à quel point il était beau, comment il serait parfait pour l'atelier d'artiste dont elle avait toujours rêvé. Mademoiselle Lann consulta le livreur sur son presse-papier. « J'ai une livraison de Monsieur Stone. Il voulait que je vous dise qu'il a trouvé ceci dans son entrepôt et a pensé que vous pourriez en avoir l'utilité. »
Quelque chose à propos de peintures inachevées qui méritent d'être terminées. Le message la frappa comme un coup physique. Ethan avait acheté le chevalet ce jour-là à Savannah, il était retourné sur ses pas après qu'elle l'eût mentionné et l'avait acheté comme surprise pour son anniversaire. Mais son anniversaire avait été oublié cette année-là, perdu dans le chaos d'une fusion qui ne pouvait pas attendre. Et le chevalet avait disparu dans un entrepôt avec tant d'autres gestes qui avaient été prévus mais jamais exécutés. Il y a plus, continua le livreur, déchargeant des toiles, des pinceaux et des tubes de peinture dans les couleurs exactes qu'elle préférait. Et ceci. Il lui tendit une enveloppe plus lourde que les mots quotidiens des fleurs, scellée à la cire portant le blason de la famille Stone. À l'intérieur se trouvait une clé, en laiton ancien, usée par des années d'utilisation, et une lettre écrite sur un papier qui semblait précieux sous ses doigts. Clara, lisait-elle, l'atelier d'artiste dans la remise derrière notre maison est à toi maintenant, peu importe ce qui se passe entre nous. Je l'ai fait rénover après ton départ, les transformer en l'espace dont tu as toujours rêvé. Des fenêtres orientées au nord pour une lumière parfaite, des rangements intégrés pour ton matériel, un coin lecture où tu pourras te reposer quand l'inspiration viendra. Il est légalement à toi maintenant, l'acte est à ton nom. Un cadeau sans condition. Je sais que tu te construis une nouvelle vie, et je respecte cela. Mais je sais aussi que tu es une artiste, et les artistes ont besoin d'espace où ils peuvent créer sans compromis. L'atelier t'attend, quand tu seras prête. Aucune attente, aucune obligation, juste un lieu où la beauté peut naître de tes mains, comme elle a toujours été censée le faire. La clé ouvre le portail latéral. Aurora sait où le trouver si tu n'es pas prête à me le demander directement. Avec tout mon amour et mon respect pour l'artiste que je n'ai jamais soutenu comme j'aurais dû. Ethan. Clara s'effondra sur la chaise derrière le bureau d'accueil de la galerie, la clé chaude dans sa paume comme un talisman. 5 mois de distance soigneusement entretenue s'effritaient sous le poids de gestes qui prouvaient qu'Ethan ne s'était pas seulement souvenu de qui elle était. Il avait enfin appris à voir qui elle était. Cet homme est dangereux, dit Sterling Whitmore, apparaissant à côté d'elle comme un fantôme élégant dans une soie fluide. À 65 ans, la propriétaire de la galerie possédait ce genre de beauté sophistiquée qui venait d'une vie passée à s'entourer d'art et d'artistes. Dangereux, parce qu'il se bat enfin pour les bonnes choses. C'est de la manipulation, dit Clara. Mais sa voix manquait de conviction. De grands gestes conçus pour me faire oublier pourquoi je suis parti. Vraiment? Sterling prit un des tubes de peinture, lisant l'étiquette avec l'expertise de quelqu'un qui avait passé 40 ans dans le monde de l'art. Jaune de cadmium. Ton préféré pour capturer la lumière du soleil. Bleu outre-mer. La nuance exacte que tu utilises pour l'eau et le ciel. Ce ne sont pas des cadeaux au hasard, ma chère. Ce sont les outils de ton métier. Choisis par quelqu'un qui a prêté attention à ton travail. L'observation la toucha de trop près. Chaque cadeau avait été précisément calibré selon ses intérêts, ses besoins, ses rêves reportés depuis trop longtemps. Pas des fleurs choisies par un assistant ou des bijoux sélectionnés par un styliste, mais des offrandes personnelles qui nécessitaient du temps, de l'attention et ce genre de connaissance intime qui vient du fait d'aimer vraiment quelqu'un. Il essaie de me racheter, insista Clara, une main se posant protectriquement sur son ventre où leur enfant grandissait de jour en jour. Non, ma chérie, dit doucement Sterling. Il essaie de prouver qu'il a enfin compris ce qu'il a perdu. Il y a une différence, et tu es assez intelligente pour la connaître. Avant que Clara ne puisse répondre, son téléphone sonna avec le numéro d'Aurora. Elle répondit avec appréhension, anticipant déjà le prochain développement de la campagne d'Ethan. Il faut que tu vois ça, dit Aurora sans préambule. Retrouve-moi au café sur King Street. Celui où tu déjeunais avec lui quand vous veniez de vous marier. Et, Clara, prends des mouchoirs. 20 minutes plus tard, Clara se tenait devant le café Luna, regardant à travers la vitre une scène qui arrêta son cœur pendant environ 3 secondes complètes. Aurora était assise à une table d'angle avec Gideon Holt, l'assistant d'Ethan, et étalé entre eux se trouvaient des plans d'architectes, des photographies et ce qui semblait être un épais dossier de documents juridiques. « Il n'est pas là », dit Aurora dès que Clara les rejoignit, anticipant la panique de son ami. « Ethan n'est pas au courant de cette réunion. Gideon m'a demandé de te montrer quelque chose, et j'ai pensé que tu méritais de le voir avant de prendre une décision concernant ses fleurs et ses chevalets. » Gideon paraissait plus âgé que ses 55 ans, l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Il avait été loyal à la famille Stone pendant des décennies, avait vu Ethan se transformer d'un jeune homme idéaliste en un bourreau de travail, et maintenant en quelque chose de tout à fait différent.
Mademoiselle Lannes, dit-il formellement, puis se reprit. Clara, je m'excuse pour la supercherie, mais il y a des choses que vous devez savoir sur ce qu'Ethan a fait depuis votre départ. Des choses qu'il est trop fier pour vous dire lui-même. Il poussa le dossier sur la table avec des mains qui tremblaient légèrement. Il voit un thérapeute, le docteur Simon Reed, l'un des meilleurs de Charleston, 2 fois par semaine depuis 4 mois, travaillant sur sa relation avec la mémoire de son père et apprenant à séparer sa propre identité de l'héritage commercial qu'il a reçu. Clara ouvrit le dossier avec des doigts engourdis par le choc. À l'intérieur se trouvaient des notes de séance, des autorisations signées permettant à Gideon de les partager avec elle, et une lettre du docteur Reed lui-même, détaillant les progrès d'Ethan dans l'apprentissage de la priorisation des relations sur les réalisations. Il a également restructuré toute l'entreprise, continua Gideon, promu son vice-président senior pour gérer les opérations quotidiennes, embauché du personnel supplémentaire pour gérer les responsabilités qu'il insistait auparavant pour gérer personnellement. Son emploi du temps a complètement changé, plus de journées de 12 heures, plus de réunions le week-end, plus de voyages d'affaires de plus de 3 jours. Les preuves étaient accablantes, documentées dans des calendriers de rendez-vous et des dossiers du personnel qui prouvaient qu'Ethan ne se contentait pas de promettre de changer, il avait déjà changé, démantelant systématiquement le style de vie qui avait détruit leur mariage. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Clara, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parce qu'il ne le fera pas » répondit simplement Gideon. Il dit que prouver sa transformation par des actes est plus important que de l'expliquer par des mots. Mais j'ai vu cet homme se torturer pendant 4 mois, et je vous ai vu lutter avec des décisions que vous ne devriez pas avoir à prendre seul. Vous méritez de savoir que quand Ethan Stone dit qu'il a changé, il a les documents pour le prouver. Aurora tendit la main sur la table pour serrer celle de Clara. Il y a plus. Montre-lui le reste, Gideon. L'assistant sortit une autre liasse de papier, portant cette fois l'entête du cabinet d'avocats le plus prestigieux de Charleston. Il a également travaillé avec des avocats spécialisés en droit de la famille, préparant des accords de garde qui privilégient votre confort et le bien-être de votre enfant avant ses propres droits parentaux. Tout est structuré pour minimiser le stress pour vous, maximiser le soutien pour le bébé, et s'assurer que si vous ne lui pardonnez jamais, votre enfant aura toujours accès à son père sans vous forcer à avoir affaire à lui directement. Clara sentit les larmes monter alors que l'étendue de la préparation d'Ethan devenait claire. Il n'essayait pas seulement de la reconquérir, il construisait toute une infrastructure conçue pour la soutenir, elle est leur enfant, qu'elle le choisisse ou non. Il vous aime, dit simplement Gideon, pas comme il vous aimait avant, de manière égoïste, distraite et conditionnelle à sa convenance. Il vous aime comme un homme aime une femme lorsque la perdre lui apprend ce que l'amour signifie vraiment. Alors que Clara était assise dans le café où elle avait autrefois cru en l'éternité, entourée de preuves d'une transformation qui semblait trop belle pour être vraie, elle sentit les murs soigneusement érigés autour de son cœur commencer à se fissurer. Pas à cause de grands gestes ou de cadeaux coûteux, mais à cause de la preuve systématique et documentée qu'Ethan Stone avait passé 4 mois à devenir l'homme dont elle avait toujours eu besoin. La question n'était plus de savoir s'il avait changé, mais si elle était assez courageuse pour croire que ce changement durerait. Chapitre 6. Vulnérabilité révélée. Le tonnerre gronda sur Charleston comme le son du ciel se brisant, et Clara Lannes réalisa qu'elle était sur le point de devenir la star d'un film catastrophe pour lequel elle n'avait jamais auditionné. La tempête était arrivée de nulle part, transformant le ciel de fin d'après-midi en une toile meurtrie de noir et de violet alors qu'elle travaillait tard à la galerie. Maintenant, à 6 mois de grossesse et piégée seule dans sa petite maison du quartier français alors que le vent de la force d'un ouragan transformait la mousse espagnole en fouet et la pluie en balle, elle comprenait pourquoi sa grand-mère avait toujours dit que Mère Nature était la seule force plus têtue qu'une femme du Low Country. Son téléphone était mort il y a 20 minutes, le courant était coupé depuis 1 heure, et l'eau qui s'infiltrait sous sa porte d'entrée suggérait que les problèmes d'inondation historique de Charleston étaient sur le point de devenir très personnels. Elle allumait sa dernière bougie quand quelqu'un commença à marteler sa porte avec le genre de désespoir qui signifiait soit le sauvetage, soit le désastre, et dans sa situation actuelle, elle n'était pas sûre qu'il y ait une différence. Clara. La voix d'Ethan traversa la tempête comme une épée dans la soie, inimitable et impossible, et exactement ce qu'elle avait à la fois espéré et redouté. Ouvre la porte. La rue est inondée, et ta maison est dans une zone basse. Elle pataugea dans l'eau jusqu'aux chevilles pour déverrouiller la porte, et Ethan entra en trébuchant comme un homme qui avait combattu les éléments et perdait lourdement. Il était trempé jusqu'aux os, ses cheveux plaqués sur son crâne, son costume coûteux ruiné au-delà de toute réparation, mais ses yeux gris brillaient d'une fureur protectrice qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les affaires, et tout à voir avec la femme portant son enfant,
debout dans une maison inondée pendant la pire tempête de l'année. Qu'est-ce que tu fais ici? Alta-t-elle, essayant d'assimiler la vue de son ex-mari se matérialisant dans son salon comme une sorte de dieu de la mer bien habillé. Ta voisine, Madame Jenkins, a appelé Gideon en panique, dit Ethan, se débarrassant de sa veste trempée et se déplaçant immédiatement pour évaluer la situation de l'eau. Elle a dit que les égouts ne pouvaient pas gérer la pluie, et que les zones basses s'inondaient rapidement. J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. Alors tu as conduit à travers un ouragan pour prendre de mes nouvelles. La question sortit plus incrédule que reconnaissante, bien que sous son choc, Clara sentit quelque chose de chaud et de dangereux se déployer dans sa poitrine. J'ai conduit à travers un ouragan pour m'assurer que mon ex-femme enceinte ne se noyait pas dans une maison historique avec un drainage du XVIIIe siècle, corrigea Ethan, se dirigeant déjà vers sa chambre pour attraper des vêtements et des essentiels. La distinction importe moins que de te mettre en sécurité. Une rafale de vent massif choisit ce moment pour faire trembler les fenêtres comme le poing d'un géant, et Clara sentit sa première véritable pointe de peur. L'eau montait plus vite maintenant, couvrant déjà ses chevilles et rampant vers les prises électriques avec une intention malveillante. Nous devons partir, dit Ethan, réapparaissant avec un sac rempli à la hâte de ses affaires. Ma voiture est garée sur un terrain plus élevé, mais nous devons bouger avant que la rue ne devienne impraticable. Je ne peux pas simplement abandonner ma maison, protesta Clara, même si un autre coup de tonnerre la fit sursauter comme un chat effrayé. Elle n'est pas abandonnée si tu es en vie pour y revenir, répondit Ethan d'un ton sombre. Mais si tu restes ici, il y a une chance réelle que tu ne le sois pas Clara, je ne pars pas sans toi. Je t'ai déjà perdu une fois, et je serai damné si je te perds à cause d'une tempête qui aurait dû être de catégorie 1, mais qui a décidé de piquer une crise sur Charleston. La sincérité dans sa voix trancha à travers son indépendance têtue comme une lame dans du beurre. Ce n'était pas l'homme d'affaires autoritaire qui avait autrefois essayé de gérer ses émotions comme des rapports trimestriels. C'était un homme terrifié à l'idée de perdre la femme qu'il aimait, et sa peur était enfin plus grande que sa fierté. D'accord, dit-elle, surprise de sa propre reddition, mais si ma maison flotte au loin pendant notre absence, c'est toi qui l'expliqueras à ma compagnie d'assurance. Ils atteignirent sa voiture juste au moment où la rue se transformait en une rivière aux aspirations automobiles. Ethan conduisait avec l'intensité concentrée de quelqu'un naviguant dans une apocalypse, empruntant des routes qui évitaient les pires inondations, tandis que Clara s'agrippait à la poignée de la porte et essayait de ne pas penser à tout ce qui pourrait mal tourner. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait du centre-ville où son manoir se dressait comme une forteresse contre la tempête. « Chez ma mère » répondit Ethan, la concentration gravée sur chaque ligne de son visage. « C'est sur un terrain plus élevé à Somerville, et Margaret se prépare à des tempêtes comme celle-ci depuis l'ouragan Hugo. De plus, elle veut te voir depuis le divorce, alors ça lui donne une excuse pour nous materner tous les deux tout en prétendant que c'est de l'hospitalité d'ouragan. » La mention de Margaret Stone envoya une bouffée d'anxiété dans la poitrine de Clara. La mère d'Ethan avait toujours été gentille avec elle, mais leur relation avait été compliquée par la protection féroce de la femme pour son fils et sa déception tout aussi féroce face à son traitement de son mariage. « Elle est au courant » demanda Clara, sa main se posant instinctivement sur son ventre arrondi. « Elle sait que j'essaie de te reconquérir, et elle sait que je suis des séances de thérapie comme un homme possédé. Elle n'est pas au courant pour le bébé, mais Margaret Stone n'a pas élevé d'idiot. Elle le devinera environ 30 secondes après que tu auras franchi sa porte. » Ils atteignirent l'élégante maison antebellum juste au moment où la tempête atteignait son apogée, la pluie tombant en rideaux si épais que le monde extérieur disparut entièrement. Margaret Stone les accueillit à la porte, vêtue d'une robe de chambre en soie et d'une expression de sollicitude maternelle qui aurait pu alimenter toute la ville si Charleston avait trouvé comment exploiter l'inquiétude parentale pour l'électricité. « D'où Jésus, vous ressemblez à deux rats noyés » déclara-t-elle, les faisant entrer avec l'efficacité de quelqu'un qui avait bravé des tempêtes littérales et métaphoriques. « Ethan, il y a des vêtements secs dans ton ancienne chambre. »« Clara, ma chérie, j'ai tout ce dont tu as besoin préparé dans la suite d'invités, y compris ce thé à la lavande qui est censé être bon pour. » Elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase alors que son regard embrassait l'état de Clara, son hospitalité sudiste entrant en collision avec son instinct maternel et produisant un moment de silence cristallin parfait. « Eh bien, dit finalement Margaret, sa voix soigneusement neutre. Cela explique pourquoi mon fils têtu te poursuit avec le dévouement d'un homme possédé. Tu en es à combien de mois, ma chérie ? 6 mois, admit Clara, trop épuisée par le drame de la soirée pour maintenir les apparences. Prévu pour mars. Le visage de Margaret se transforma,
des années de déception et d'inquiétude remplacées par quelque chose qui ressemblait étrangement à une joie à peine contenue. 6 mois, donc conçus juste avant que le divorce ne soit finalisé, ce qui signifie que ce bébé a été fait par amour, pas par dépit. C'est déjà ça. Comme si elle était invoquée par la mention du timing, Clara sentit une crampe aiguë onduler dans son abdomen, assez intense pour la faire halter et s'agripper au meuble le plus proche pour se soutenir. Le stress de la tempête, l'inondation, le bouleversement émotionnel de revoir Ethan, tout cela la rattrapait d'un coup. Clara. Ethan fut à ses côtés en un instant, ses mains douces mais fermes alors qu'il l'aidait à s'asseoir sur le canapé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Juste des contractions de Braxton X, dit-elle, essayant de paraître confiante tandis qu'une autre contraction lui coupait le souffle. Faux travail, parfaitement normal à 6 mois. Mais même en prononçant ces mots, elle pouvait voir la peur fleurir dans les yeux d'Ethan comme des fleurs s'ouvrant à une lumière empoisonnée. C'était un territoire inconnu pour eux deux, une grossesse sans le filet de sécurité du mariage, une parentalité imminente compliquée par le divorce et les tentatives de réconciliation, et le genre d'amour qui survivait à tout sauf aux personnes qui le portaient. Devrions-nous appeler le docteur Grant? Demanda Margaret, se dirigeant déjà vers le téléphone avec l'efficacité de quelqu'un qui n'attendait pas la permission pour prendre les choses en main. Les lignes téléphoniques sont coupées, dit Ethan d'un ton sombre, et les routes sont impraticables. Nous sommes seuls jusqu'à ce que la tempête passe. Une autre contraction frappa Clara, plus forte cette fois, et elle sentit la première véritable bouffée de panique dans sa poitrine. 6 mois, c'était trop tôt, trop dangereux, trop de complications qui attendaient si son corps décidait de prendre le travail au sérieux. Ethan, dit-elle, et son nom sortit comme une prière qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de dire. J'ai peur. L'aveu lui coûta tout. Sa fierté, son indépendance soigneusement entretenue, sa détermination à gérer la maternité célibataire sans avoir besoin de personne. Mais alors qu'Ethan s'agenouillait à côté du canapé et prenait ses mains dans les siennes, elle réalisa que certaines peurs étaient trop grandes pour être portées seule. « Je suis là », dit-il simplement, sa voix stable malgré la terreur qu'elle pouvait voir dans ses yeux gris. « Je suis là. Et je ne vais nulle part. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Dehors, la tempête faisait rage avec une fureur biblique, transformant Charleston en une île de vent, d'eau et d'électricité sauvage. Mais à l'intérieur du salon de Margaret Stone, 2 personnes qui s'étaient perdues commencèrent le délicat processus de retrouver leur chemin, guidées par le miracle qui grandissait entre elles et le genre d'amour assez fort pour résister à n'importe quelle tempête s'ils étaient assez courageux pour lui faire confiance. Chapitre 7. La découverte. Le vernissage de la galerie devait être le triomphe de Clara Lann, le moment où le monde de l'art de Charleston reconnaîtrait enfin son talent, mais il devint la nuit où son secret soigneusement gardé explosa comme une bombe qu'elle ne pouvait pas désamorcer. À 7 mois de grossesse, elle avait épuisé les robes fluides et les angles stratégiques qui pouvaient cacher la rondeur indéniable de son ventre. Le bébé était descendu plus bas cette semaine, se préparant à la naissance avec une efficacité déterminée qui suggérait que leur enfant avait hérité de la nature décisive d'Ethan avec son ADN. Debout dans la galerie de Sterling Whitmore, entourée de ses peintures et de l'élite culturelle de la ville, Clara se sentait à la fois invisible et complètement exposée. La lumière dans cette pièce est extraordinaire, disait Madame Evelyn Hartwell à sa compagne, toutes deux étudiant l'interprétation de Clara du lever de soleil sur le port de Charleston. Il y a quelque chose dans la façon dont elle capture l'espoir émergent des ténèbres qui vous coupe le souffle. Clara sourit et hocha la tête, faisant la conversation poliment tandis que le bas de son dos hurlait de protestation et que ses pieds gonflaient dans les confins de sa seule paire de chaussures habillées qui lui allait encore. Aurora l'avait prévenu que 7 mois de grossesse était trop avancé pour un vernissage, mais cette opportunité avait mis 3 ans à se concrétiser. Elle n'allait pas laisser la grossesse faire dérailler la carrière qu'elle avait si durement bâtie. Clara Lann, si je ne m'abuse. La voix glaça son sang comme de l'azote liquide. Elle se tourna lentement, priant de l'avoir imaginé, mais là se tenait Preston Val, l'associé d'Ethan et la seule personne à Charleston avec à la fois l'intelligence de reconnaître son état et le manque de discrétion pour l'annoncer à quiconque à portée de voix. Preston, réussit-elle à dire, orientant instinctivement son corps pour minimiser son profil. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir à un vernissage. Ma femme m'a traîné, dit-il avec ce genre de sourire charmant qui n'atteignait pas ses yeux calculateurs. Elle n'arrête pas de parler de soutenir les artistes locaux et quand j'ai vu ton nom sur l'invitation, je n'ai pas pu résister à l'occasion de voir comment tu t'es adapté à tes nouvelles circonstances. La façon dont il insista sur adapter indiquait clairement qu'il avait déjà remarqué ce qu'elle essayait de cacher.
Preston Val n'avait pas bâti une fortune en manquant les détails, et une grossesse de 7 mois n'était pas exactement subtile, peu importe comment elle se positionnait stratégiquement. Je vais bien, dit-elle prudemment, sa main se posant protectriquement sur le bas de son dos alors qu'une autre vague d'inconfort la parcourait. Occupée avec mon art, profitant de l'indépendance de la vie de célibataire. L'indépendance, répéta Preston, son regard tombant ostensiblement sur son abdomen. C'est rafraîchissant, bien que je doive dire, tu as un éclat certain. Positivement radieuse, pourrait-on dire, presque comme si tu t'épanouissais d'une manière particulière. Avant que Clara ne puisse répondre, une voix familière traversa le bruit ambiant de la galerie comme une lame dans la soie. Preston, je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art contemporain. Ethan apparut à côté d'eux avec la grâce fluide d'un prédateur qui avait repéré une menace sur son territoire. Il était dévastateur dans son costume anthracite, chaque centimètre de lui l'homme d'affaires prospère. Mais Clara pouvait voir la tension dans la posture de ses épaules et quelque chose de dangereux scintiller dans ses yeux gris. Ethan, mon ami, dit Preston avec une fausse chaleur. J'admirais justement le travail de mademoiselle Lane et je commentais à quel point elle avait l'air bien, rayonnant absolument de santé et de vitalité. L'insistance était indubitable, et Clara vit la compréhension poindre dans l'expression d'Ethan comme un lever de soleil sur un champ de bataille. Son regard se déplaça vers son visage, puis descendit pour embrasser sa robe noire fluide, la façon dont elle se tenait avec une main appuyée sur le bas de son dos. La rondeur indubitable que 7 mois de grossesse avait ajoutée à sa silhouette. Clara, dit-il, et son nom était une question, une prière et une accusation, le tout enveloppé dans 2 syllabes qui avaient le pouvoir de tout changer. Ne fais pas ça, murmura-t-elle, mais il était trop tard. Les calculs étaient écrits sur tout son visage. 7 mois de grossesse, divorcés il y a 4 mois, conçus pendant leur mariage alors qu'ils avaient abandonné l'espoir d'avoir un jour des enfants. Depuis quand? Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait le poids du monde entier d'un homme basculant sur son axe. Excusez-moi, dit Preston avec une joie évidente. J'ai l'impression d'être tombé sur quelque chose de privé. Ethan, nous devrions absolument parler bientôt, de beaucoup de choses, semble-t-il. Il disparut dans la foule avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait d'acquérir une information précieuse, laissant Clara et Ethan se regarder à travers un gouffre qui venait de s'ouvrir et d'avaler toute sa nouvelle vie soigneusement construite. 7 mois, dit Ethan, pas vraiment une question. Tu es enceinte de 7 mois de mon enfant. Et tu ne me l'as jamais dit. L'accusation flottait entre eux comme une lame, assez tranchante pour couper l'espoir et les laisser tous les deux en sang. Autour d'eux, la galerie bourdonnait de conversations et de rires, les gens admirant l'art et discutant de technique, tandis que le monde de Clara s'effondrait dans l'espace entre 2 cœurs brisés. Ça ne te concerne pas, dit-elle. Mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Tu as fait ton choix. Le travail avant la famille, le succès avant l'amour. Ça ne me concerne pas? La voix d'Ethan se cassa comme celle d'un adolescent, attirant les regards des invités voisins qui commençaient à sentir le drame dans leur soirée parfaitement orchestrée. Tu portes mon bébé, et tu penses que ça ne me concerne pas? Baisse la voix, siffla Clara, très consciente de l'attention qu'ils attiraient. C'est ma carrière, mon moment. N'ose pas en faire une autre scène sur tes sentiments. Mais même en parlant, une autre vague de douleur ondula dans son abdomen, plus forte que les contractions de Braxton X qu'elle avait ressenties toute la semaine. Elle s'agrippa au mur pour se soutenir, son souffle se coupant alors que l'intensité la prenait par surprise. Clara. Ethan fut à ses côtés instantanément, ses mains douces mais insistantes alors qu'il la stabilisait contre le mur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Je vais bien, insista TL, mais une autre contraction la saisit au milieu, assez forte pour la faire halter et se plier légèrement en 2. Juste le stress. Trop longtemps debout. Trop d'excitation. Mais le visage d'Ethan était devenu pâle comme du marbre, son sens des affaires calculant immédiatement les délais et les possibilités. Quand est-ce que tu accouches? Quand exactement, Clara? Mars, dit-elle à travers des dents serrées, essayant de respirer à travers la douleur. Début mars. Nous sommes le 15 décembre, dit-il, sa voix tendue par une panique à peine contrôlée. Si tu es enceinte de 7 mois et que tu dois accoucher en mars, cela signifie que tu es plus avancé que tu ne l'admets. Tu en es à combien de mois, vraiment? Une autre contraction la frappa avant qu'elle ne puisse répondre, celle-ci assez forte pour la faire crier malgré sa détermination à rester silencieuse.
Les conversations de la galerie commencèrent à se calmer alors que les gens remarquaient le drame qui se déroulait près du mur du fond. Et Clara réalisa que son pire cauchemar se réalisait. Sa douleur privée devenait un spectacle public. 32 semaines, murmura-t-elle, la vérité s'échappant alors que son corps trahissait ses tentatives de secret. Je suis enceinte de 32 semaines, et ce ne sont pas des contractions de Braxton Hicks. L'aveu frappa Ethan comme un coup physique. 32 semaines signifiaient que le bébé pourrait survivre s'il naissait maintenant, mais cela signifiait aussi qu'ils avaient 8 semaines d'avance, et les complications n'étaient pas seulement possibles mais probables. Son visage passa par le choc, la terreur, et une sorte de fureur protectrice qui n'avait rien à voir avec la colère et tout à voir avec l'amour. « On va à l'hôpital », dit-il, sortant déjà son téléphone. « Tout de suite. »« Je ne peux pas partir », protesta faiblement Clara, même si une autre vague de douleur la fit s'agripper à son bras pour se soutenir. « C'est mon vernissage. Ces gens sont venus voir mon travail, et si je disparais ils sont venus voir de l'art, pas te regarder accoucher prématurément, dit Ethan d'un ton sombre, ses bras glissant autour de sa taille pour la soutenir. Et si notre bébé décide de faire une apparition précoce, je veux des médecins, des infirmières et tout l'équipement médical de Charleston à portée de main. Sterling Whitmore apparut comme si elle avait été invoquée. Son visage élégant plissait d'inquiétude en observant la scène. « De quoi as-tu besoin » demanda-t-elle simplement. Le genre de femme qui comprenait que les urgences nécessitaient de l'action, pas des questions. « Une ambulance » dit Ethan. « Et le contrôle de la foule. Je ne veux pas que cela se transforme en divertissement pour les réseaux sociaux de Charleston. »« Déjà géré » répondit Sterling, son téléphone déjà à la main. « Aurora s'occupe des invités, et j'appelle le docteur Grant directement. Elle vous retrouvera à l'hôpital. » En attendant l'ambulance, Clara se retrouva appuyée contre la poitrine d'Ethan, son odeur familière et le battement régulier de son cœur lui procurant un réconfort qu'elle s'était refusé pendant des mois. Les contractions devenaient plus fortes et plus rapprochées, et la réalité de la situation commençait à pénétrer son indépendance têtue. « J'ai peur » murmura-t-elle contre sa chemise, l'aveu lui coûtant tout ce qu'elle avait construit pour se protéger. 32 semaines, c'est trop tôt. Et si quelque chose ne va pas ? Et si je perds le bébé parce que j'étais trop fière pour te le dire, trop têtue pour accepter de l'aide quand j'en avais besoin ? Et, dit doucement Ethan, sa main caressant ses cheveux avec la douceur dont elle se souvenait de leur début de mariage. Regarde-moi, Clara. Elle leva les yeux pour croiser les siens, voyant sa propre peur se refléter dans les profondeurs grises qui avaient appris à privilégier l'amour avant tout ce qui avait autrefois semblé important. Notre bébé est fort, dit-il avec le genre de certitude qui pouvait déplacer des montagnes. Il est une partie de toi et une partie de moi, ce qui signifie qu'il est assez têtu pour survivre à n'importe quoi et assez intelligent pour savoir quand il est aimé. Et il est aimé, Clara. Que tu me pardonnes ou non, que nous trouvions un moyen d'être une famille ou non, ce bébé est aimé au-delà de toute mesure. L'ambulance arriva avec des sirènes qui semblaient inutilement dramatiques pour ce que Clara espérait encore être un faux travail. Mais alors que les ambulanciers l'aidaient à monter sur le brancard, une autre contraction puissante la convainquit que leur enfant avait hérité de l'impatience d'Ethan ainsi que de sa détermination. « Monsieur », le secouriste regarda Ethan avec une efficacité professionnelle. « Êtes-vous le père ?» Les yeux d'Ethan croisèrent ceux de Clara, demandant la permission pour une revendication qui lui avait été refusée pendant 7 mois. Elle vit l'espoir et la terreur se battre dans son expression, vit l'homme qui avait appris trop tard ce qui comptait le plus, demandant la chance d'être présent pour le moment le plus important de leur vie. « Oui », dit-elle, le mot sortant plus fort qu'elle ne se sentait. « C'est le père. » Alors que l'ambulance s'éloignait de la galerie avec les sirènes hurlantes, Clara serra la main d'Ethan pendant que leur bébé se préparait à faire une entrée qui changerait tout. Derrière eux, son art restait sur les murs, beau et significatif, et complètement insignifiant comparé au miracle qui était sur le point de les réunir ou de les déchirer à jamais. « J'aurais dû te le dire », dit-elle alors qu'une autre contraction atteignait son paroxysme. « J'aurais dû te faire confiance avec ça. »« On trouvera une solution », répondit Ethan, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. « Quoi qu'il arrive, quels que soient les besoins de notre bébé, on trouvera une solution ensemble. Je te le promets, Clara, je te promets tout. » À travers les fenêtres de l'ambulance, Charleston défilait en un flou de lumière et d'histoire, une ville qui avait bravé les tempêtes et les guerres, et la naissance et la fin d'innombrables histoires d'amour. Ce soir, elle serait témoin du début d'un nouveau chapitre de la leur, un chapitre écrit dans le langage du pardon,
de l'espoir et de ce genre d'amour assez fort pour survivre même aux erreurs les plus dévastatrices. L'hôpital se dressait devant eux comme un phare de sécurité et de possibilités, et Clara Lann se cramponna à la main de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer pendant que leur enfant s'apprêtait à leur apprendre à tous les deux ce que signifiait vraiment de faire passer la famille en premier. Chapitre 8. Se battre pour l'éternité. 26 heures de travail ressemblaient à une vie entière à payer pour chaque erreur qu'ils avaient jamais commise, mais Ethan Stone n'avait jamais été aussi reconnaissant de souffrir de toute sa vie. Il avait tenu la main de Clara à travers des contractions qui allaient et venaient comme des vagues de tempête, la regardant se battre pour mettre leur enfant au monde en toute sécurité tandis qu'il menait sa propre bataille contre la terreur de pouvoir les perdre tous les deux. L'équipe de néonatologie était en attente, la salle d'accouchement était préparée aux complications, et le docteur Grant avait expliqué en termes médicaux précis que les bébés de 32 semaines survivaient généralement mais faisaient face à des défis qui pouvaient durer des mois ou des années. Ça prend trop de temps, halta Clara pendant un bref répit entre les contractions, ses cheveux plaqués sur son front par l'épuisement et la détermination. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Tout va bien, dit Ethan, mais sa voix portait ce genre de fausse confiance qui ne trompait personne. Surtout pas la femme qui le connaissait depuis 8 ans et l'aimait depuis la plupart d'entre eux. Le docteur Grant dit que les premiers bébés prennent du temps, et notre bébé est juste prudent avant de faire son entrée. La vérité était qu'Ethan était terrifié depuis le moment où ils étaient arrivés au centre médical régional de Charleston, regardant les machines surveiller le rythme cardiaque de leur enfant pendant que Clara endurait une douleur qui semblait conçue pour briser des personnes plus fortes que d'eux. Il avait passé les 26 dernières heures à alterner entre la prière et la panique, lui tenant la main pendant qu'elle serrait assez fort pour laisser des bleus et pensant à toutes les façons dont il lui avait manqué quand elle avait le plus besoin de lui. « J'ai besoin de pousser », dit soudain Clara, sa voix prenant la qualité urgente qui s'était accumulée depuis une heure. « Docteur Grant, j'ai besoin de pousser tout de suite. »« Pas encore, ma chérie, » dit le médecin, vérifiant les moniteurs avec une efficacité consommée. « Le rythme cardiaque du bébé est fort, mais nous avons besoin d'un peu plus de dilatation avant de pouvoir commencer la phase finale en toute sécurité. » Ethan vit l'impuissance inonder le visage de Clara. La même expression qu'elle avait portée pendant leurs années de traitement de fertilité, quand son corps lui avait semblé être un traître à ses rêves. Sans réfléchir, il monta sur le lit d'hôpital étroit à côté d'elle, la rassemblant contre sa poitrine pour qu'elle puisse se reposer entre les vagues de douleur. « Souviens-toi de ce que tu me disais pendant la fusion avec Jenkins Industries, murmura-t-il contre ses cheveux, quand j'étais convaincu que tout allait s'effondrer et que je ne voyais pas d'issue. Que certaines choses valent la peine de se battre, même quand le résultat est incertain, murmura Clara, sa voix étouffée contre son épaule. Et quoi d'autre? Que les plus belles victoires viennent du refus d'abandonner quand abandonner serait plus facile. Un petit sourire effleura ses lèvres malgré la douleur. Est-ce que tu utilises mes propres conseils contre moi, Ethan Stone? Absolument, dit-il, déposant un baiser sur son front, parce que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue et notre bébé a la chance d'être une partie de toi, ce qui signifie qu'il va très bien s'en sortir. Et toi aussi. Une autre contraction frappa, plus forte que les précédentes, et la prise de Clara sur sa main devint assez douloureuse pour qu'il soit reconnaissant de ne s'être jamais cassé de doigts dans sa jeunesse. Mais il tint bon, absorbant sa douleur de la seule manière possible, la laissant utiliser sa force quand la sienne menaçait de faiblir. « Monsieur Stone. » Le docteur Grant leva les yeux de sa position au pied du lit. « J'ai besoin que vous aidiez Clara à s'asseoir. » C'est le moment. L'heure suivante se déroula dans un flou de chaos organisé, les professionnels de la santé se déplaçant avec une efficacité chorégraphiée tandis que Clara menait la bataille la plus difficile de sa vie. Ethan avait cru comprendre la pression lors des OPA hostiles, mais regarder la femme qu'il aimait lutter pour mettre leur enfant au monde en toute sécurité redéfinissait chaque concept de stress qu'il avait jamais connu. « Je vois la tête », annonça le docteur Grant, sa voix portant le genre d'excitation qui signifiait que tout se déroulait normalement. « Encore une grosse poussée, Clara, encore une, et tu rencontreras ton bébé. » Clara poussa avec chaque once de force qui lui restait, son visage rouge d'effort et de détermination, et Ethan sentit son cœur s'arrêter complètement alors que leur enfant glissait dans le monde avec un cri qui sonnait comme une annonce de victoire. « C'est un garçon, » dit le docteur Grant, brandissant un être humain minuscule et parfait qui protestait déjà contre son arrivée avec une capacité pulmonaire impressionnante. « Will Ethan Stone, rencontre tes parents. » Le bébé était plus petit qu'Ethan ne l'avait prévu, sa peau légèrement translucide et ses traits délicats à la manière des enfants nés avant terme. Mais son cri était fort, ses mouvements vigoureux, et lorsque l'équipe de néonatologie l'évalua rapidement,
leur sourire suggérait que 32 semaines avaient été suffisantes pour que ce miracle particulier survive et prospère. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Clara, l'épuisement et l'anxiété se battant dans sa voix alors que l'équipe médicale s'occupait de leur fils. Sa respiration, son cœur, est-ce que tout fonctionne comme il se doit? Les évaluations préliminaires semblent très bonnes, l'assura le docteur Grant, acceptant le bébé Will de l'infirmière de néonatologie et le plaçant sur la poitrine de Clara pour leur premier contact peau à peau. Il respire tout seul, sa couleur est bonne, et ses scores d'Apgar sont meilleurs que ce que nous attendions pour un accouchement à 32 semaines. Il devra rester en néonatologie pour la surveillance et le soutien à l'alimentation, mais ce petit gars semble être un battant. Ethan regarda son fils, et sentit quelque chose de fondamental changer dans sa poitrine. Cette petite personne était une partie de lui et une partie de Clara. La manifestation physique d'un amour qui avait survécu au divorce et à la séparation, et à toutes les erreurs qui avaient semblé insurmontables quelques heures auparavant. Les yeux de Will étaient fermés, mais sa petite main agrippa le doigt de Clara avec une détermination qui suggérait qu'il avait hérité de plus que leur ADN. « Il est parfait », murmura Ethan, sa voix se brisant sur les mots. « Clara, il est absolument parfait. »« Il est en avance, » dit-elle. Mais sa voix portait l'émerveillement plutôt que l'inquiétude, alors qu'elle traçait les traits de leur fils d'un doigt doux. « Mais il est là, et il est à nous. » Et il est. Elle leva les yeux vers Ethan, des larmes coulant sur son visage. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. La plus belle chose que nous ayons jamais créée, » corrigea Ethan, se penchant pour embrasser à la fois le front de son fils et la femme qui lui avait donné le plus grand cadeau imaginable. « La plus belle chose que nous créerons jamais ensemble. » Alors que l'équipe médicale se préparait à transférer Will en néonatologie pour la surveillance et les soins, Ethan sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'il était né pour porter point et il ne s'agissait pas de fusion, de rapport trimestriel ou de bâtir un empire qui survivrait à sa mortalité. Il s'agissait d'être présent pour chaque tété, chaque étape, chaque moment qui comptait dans la vie de son fils. « Je veux être ici », dit-il soudain, les mots sortant avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. Pas seulement pour les heures de visite ou les rendez-vous programmés. Je veux être là pour tout. Les biberons de 3 heures du matin, les changements de couche, les nuits où il est grognon et que rien ne semble aider. Je veux être le père qu'il mérite, pas le père que j'ai eu. Clara étudia son visage avec l'intensité de quelqu'un qui essaie de déchiffrer une carte menant à un territoire inconnu. Et ton entreprise? L'héritage de ton père? Toutes ces choses qui étaient plus importantes que notre mariage. J'ai démissionné de mon poste de PDG la semaine dernière, dit Ethan. L'aveu les surprit tous les deux. J'ai promu Preston à ce poste et restructuré mon rôle pour me concentrer sur la stratégie à long terme au lieu des opérations quotidiennes. 40 heures par semaine, maximum. Aucune obligation le week-end, aucun voyage de plus de 3 jours. Je veux être un père très présent, Clara. Je veux être l'homme dont tu es tombée amoureuse, au lieu du bourreau de travail qui a oublié comment faire passer sa famille en premier. La confession flottait entre eux, tel un pont jeté au-dessus d'un gouffre infranchissable, et Ethan retint son souffle pendant que Clara mesurait l'ampleur de ce qu'il venait de révéler. Abandonner le poste de PDG n'avait pas été facile, mais perdre sa famille avait été infiniment plus dur. Tu as démissionné, répéta lentement Clara, comme pour tester les mots à la recherche de significations cachées. Tu as vraiment tourné le dos à tout ce que tu as passé 20 ans à construire. J'ai renoncé à un titre professionnel, corrigea Ethan. J'ai gardé les parties qui comptent. La sécurité financière pour notre famille. La capacité de travailler sur des projets qui me passionnent. La flexibilité d'être présent pour les gens que j'aime. J'ai juste abandonné les parties qui tuaient lentement tout ce qui m'importait vraiment. Avant que Clara ne puisse répondre, une infirmière du service de néonatologie apparut avec une couveuse de transport, prête à emmener Will dans l'unité spécialisée où il recevrait les soins que son arrivée précoce exigeait. La séparation parut brutale, même si elle était temporaire, de voir leur fils disparaître derrière des parois de verre et des équipements médicaux qui le garderaient en sécurité jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour rentrer à la maison. Il ira bien, le rassura le docteur Grant, reconnaissant la panique sur les visages des deux parents. Le service de néonatologie ici est l'un des meilleurs du Sud-Est, et les bébés de 32 semaines ont d'excellents taux de survie. Vous pourrez lui rendre visite dans quelques heures, une fois que Clara se sera reposée et que Will aura eu le temps de se stabiliser. Alors que l'équipe médicale se dispersait et que la salle d'accouchement retrouvait son calme post-accouchement,
Ethan se retrouva seul avec Clara pour la première fois depuis que leur mariage désastreux avait implosé des mois auparavant. Elle avait l'air épuisée mais radieuse, son visage empreint de ce genre de contentement qui vient après avoir survécu à l'impossible et découvert des forces qu'elle ne se connaissait pas. « Merci », dit-il doucement, prenant sa main dans les siennes. « Merci d'avoir traversé ça seul pendant 7 mois. D'avoir protégé notre fils alors que je ne savais même pas qu'il existait. D'avoir été assez forte pour lui donner tout ce dont il avait besoin pour survivre. Merci de l'avoir assez aimé pour sacrifier ta fierté et me laisser être là pour sa naissance. » « Je ne l'ai pas fait seul, » dit Clara, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « J'avais Aurora et Sterling, et ta mère, une fois qu'elle a compris. Et j'avais le souvenir de combien tu voulais des enfants quand nous essayions d'en concevoir. Je savais que tu l'aimerais, Ethan. Je n'étais juste pas sûr que tu le choisirais, lui, plutôt que tout le reste qui réclame ton attention. Je le choisis, lui, dit Ethan avec ferveur. Je vous choisis, tous les deux, avant tout et tout le monde. Je choisis les dîners en famille, les histoires avant de dormir et de lui apprendre à faire du vélo dans le parc. Je choisis d'être présent à chaque instant que je pourrai. Et je choisis de te prouver chaque jour que certains hommes peuvent apprendre de leurs erreurs. » Derrière les fenêtres de l'hôpital, Charleston s'installait dans le soir avec cette grâce douce qui faisait la renommée de la ville. Quelque part dans le service de néonatologie, leur fils apprenait à respirer et à grandir dans un monde qui avait attendu 32 semaines pour le rencontrer. Et dans le calme de la salle d'accouchement, 2 personnes qui s'étaient perdues entamèrent le processus prudent pour retrouver leur chemin, guidés par le miracle d'une nouvelle vie et la possibilité que l'amour puisse triompher même des erreurs les plus dévastatrices. Chapitre 9, la tempête avant l'aube. 3 semaines en néonatologie apprirent à Clara Lann que l'amour pouvait être simultanément la force la plus belle et la plus terrifiante de l'univers, surtout quand il se présentait sous la forme d'un petit paquet pesant à peine 2 kilos et luttant pour chaque respiration. Will avait défié les pronostics dès son premier instant hors de l'utérus, respirant par lui-même et devenant plus fort chaque jour sous la surveillance des meilleurs spécialistes néonatales de Charleston. Mais les bébés prématurés étaient imprévisibles, et chaque alarme de ses moniteurs plongeait ses parents dans le genre de panique qui les vieillissait de plusieurs années en quelques secondes. Ethan avait pratiquement emménagé à l'hôpital, dormant sur des chaises inconfortables et apprenant à changer des couches qui paraissaient incroyablement minuscules sur le corps délicat de leur fils. « Ses niveaux d'oxygène sont parfaits aujourd'hui », annonça le docteur Navarro lors de la visite du matin, vérifiant le dossier de Will avec l'air satisfait de quelqu'un apportant de bonnes nouvelles. « S'il continue à prendre du poids à ce rythme, nous devrions pouvoir discuter de sa sortie d'ici la fin de la semaine. » Clara sentit des larmes de soulagement la menacer en regardant leur fils dormir dans sa couveuse, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier qui était devenu le son le plus important de son monde. Ethan était assis à côté d'elle, sa main posée sur son épaule avec l'intimité décontractée qui s'était développée pendant leur veillée commune auprès de leur enfant. « Une semaine, répéta-t-elle, osant à peine y croire. Il pourrait vraiment rentrer à la maison dans une semaine. Sauf complication, oui, confirma le docteur Navarro. C'est un remarquable petit battant. Les bébés de 32 semaines ne progressent généralement pas aussi vite. Mais Will semble déterminé à rattraper son retard. Après le départ du médecin, Clara et Ethan restèrent dans le silence familier du service, entourés par le doux bip des moniteurs et le léger bourdonnement des équipements qui étaient devenus la bande-son de leur nouvelle réalité. 3 semaines de visites incessantes à l'hôpital les avaient forcés à un partenariat qui semblait à la fois naturel et terrifiant, coéduquant leur fils tout en évitant soigneusement les champs de mine de leur propre relation. « J'ai réfléchi, » dit Ethan doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage endormi de Will, à son retour à la maison. À la logistique, aux arrangements, et à s'assurer qu'il ait tout ce dont il a besoin. Clara se tendit, reconnaissant le ton qui avait autrefois précédé les discussions sur les plannings, la gestion et toutes les façons dont Ethan essayait d'organiser les émotions dans des feuilles de calcul. Quel genre de logistique ? Ton cottage n'est pas équipé pour un bébé prématuré, dit-il prudemment. Pas de chambre d'enfant, un espace limité pour tout l'équipement dont il pourrait avoir besoin, et tu devrais tout gérer seul alors que tu te remets encore de l'accouchement. Je peux le gérer, dit Clara automatiquement, son indépendance se réaffirmant malgré 3 semaines passées à accepter son aide. Les femmes élèvent des bébés dans de petits espaces depuis des milliers d'années. Je n'ai pas besoin d'un manoir pour être une bonne mère. Je sais que non, répondit Ethan, sa voix douce de la manière qui signifiait qu'il naviguait sur un terrain émotionnel miné avec une extrême prudence. Tu serais une mère extraordinaire dans une cabane d'une seule pièce ou dans un palais. Mais Will pourrait avoir besoin de soins spécialisés pendant encore quelques semaines,
et ma maison a l'espace pour une aide infirmière à domicile si nécessaire. La suggestion flottait entre comme un pont en territoire dangereux. Retourner vivre dans le manoir signifierait renoncer à l'indépendance qu'elle avait si durement acquise, mais cela signifierait aussi que Will aurait tous les avantages possibles pendant ces semaines les plus vulnérables. Tu veux que nous retournions vivre dans notre ancienne maison, dit-elle, testant les mots pour y déceler des significations cachées et des attentes tacites. Je veux que notre fils ait accès à tout ce dont il pourrait avoir besoin, corrigea Ethan. La suite parentale a été transformée en un espace de convalescence pour toi, avec un lit d'hôpital et tout ce que le docteur Grant a recommandé pour les soins post-accouchement. La chambre d'enfant a été entièrement rénovée avec un équipement de surveillance de niveau néonatal, juste au cas où. Et il y a une aile séparée où je séjourne depuis que tu es parti, donc tu aurais de l'intimité et de l'espace pour guérir sans avoir l'impression que je te presse pour quoi que ce soit au-delà de la coparentalité. L'offre était tout ce dont elle avait un jour rêvé et tout ce qu'elle avait appris à craindre. Ethan subvenant aux besoins de leur famille avec la rigueur qui avait bâti son empire, mais avec des limites qui respectaient son autonomie et leur paysage émotionnel compliqué. Pour combien de temps ? Demanda-t-elle. Aussi longtemps que tu en auras besoin, dit-il simplement. Aussi longtemps que Will en aura besoin. Aussi longtemps qu'il te faudra pour te sentir en confiance pour tout gérer seul. Ou jusqu'à ce que tu décides que tu ne veux plus tout gérer seul. La dernière partie fut prononcée si bas qu'elle faillit la manquer, mais l'espoir dans sa voix était indubitable. 3 semaines de parentalité partagée leur avaient montré à tous les deux ce qu'ils pouvaient être ensemble lorsque leur attention se portait sur leur enfant, au lieu de leurs propres blessures et de leur fierté. Ethan, commença-t-elle. Mais Will choisit ce moment pour se réveiller, ses petits yeux s'ouvrant pour se fixer sur les visages penchés au-dessus de sa couveuse, avec une concentration si intense qu'il semblait déjà se forger une opinion sur les personnes responsables de son existence. « Salut, petit bonhomme, dit doucement Ethan, passant la main par l'ouverture de la couveuse pour caresser la joue de leur fils d'un doigt doux. « Tu as entendu papa faire des plans pour te ramener à la maison? Qu'est-ce que tu en penses ?» La réponse de Will fut un bâillement qui afficha une gamme impressionnante d'expressions faciales pour quelqu'un qui ne respirait de manière autonome que depuis 3 semaines. Mais ses yeux restèrent vifs et conscients, passant du visage de son père à celui de sa mère comme s'il essayait de les mémoriser. « Il nous étudie, dit Clara avec émerveillement, tendant la main pour toucher la petite main de Will. « Regarde comme il observe. Il sait que nous sommes ses parents. »« Bien sûr qu'il le sait, dit Ethan, la voix étranglée par l'émotion. Il écoute nos voix depuis des mois. Il sait que nous sommes les personnes qu'il aime le plus au monde. » Le poids de cet amour s'installa entre eux comme une présence tangible. Pendant 3 semaines, ils s'étaient concentrés sur la survie et la croissance de Will, travaillant ensemble avec la détermination unique de parents confrontés aux défis médicaux de leur enfant. Mais maintenant, avec la planification de la sortie à l'horizon, ils devaient faire face à la réalité de ce qui allait suivre. « J'ai peur, admit Clara, la confession les surprenant tous les deux. Pas de m'occuper de Will. Je sais que je peux le faire. J'ai peur pour nous. Peur que nous ne puissions pas être coparents sans retomber dans les schémas qui ont détruit notre mariage. » Ethan resta silencieux si longtemps qu'elle se demanda s'il allait répondre. Quand il parla enfin, ses mots étaient mesurés et prudents, comme s'il les avait répétés pendant des semaines. « Je ne peux pas promettre que nous ne ferons pas d'erreur, dit-il. Je ne peux pas promettre que je ne retomberai pas occasionnellement dans de vieilles habitudes, ou que tu n'auras pas parfois l'impression que j'essaie de gérer les situations au lieu de simplement les vivre. Mais je peux promettre que je vous choisirai, toi et Will, avant tout le reste, à chaque fois. Je peux promettre que j'ai appris la différence entre subvenir aux besoins de ma famille et être présent pour ma famille. Et si j'ai besoin d'espace? Si j'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis en tant que mère sans avoir aussi à comprendre qui nous sommes en tant que couple? Alors tu prends tout l'espace et le temps dont tu as besoin, répondit Ethan sans hésitation. Je serai là pour Will à chaque instant que tu me le permettras. Et je serai là pour toi dans la mesure où tu seras à l'aise, sans pression, sans autres attentes que d'être les meilleurs parents possibles. Will émit un petit son qui aurait pu être de l'approbation ou un gaz. Mais ses yeux restèrent fixés sur leur visage avec le genre d'attention qui suggérait qu'il absorbait chaque mot de leur conversation. Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas tout à fait du pardon, mais pas non plus de la résistance. Une volonté d'envisager des possibilités qu'elle avait été trop blessée pour imaginer. « D'accord, dit-elle doucement. Nous pouvons essayer de vivre ensemble dans la maison, pour le bien de Will, tant qu'il a besoin de ce soutien supplémentaire.
Mais chambres séparées, espaces séparés et attentes séparées sur ce que cela signifie pour nous. Le sourire d'Ethan était assez éclatant pour alimenter tout le service de néonatologie. Tout séparé, acquiesça-t-il, sauf notre fils et notre engagement à lui offrir le foyer le plus stable et le plus aimant que nous puissions créer. Comme pour approuver leur arrangement, où il enroula ses petits doigts autour de leurs deux mains simultanément, sa prise étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. Un instant, ils restèrent connectés par le contact de leur fils et l'espoir timide que peut-être, juste peut-être, l'amour était assez fort pour survivre même aux erreurs les plus dévastatrices. Derrière les fenêtres du service, Charleston s'étendait sous eux comme une ville aux possibilités infinies. Et Clara Lann s'autorisa à imaginer un avenir où les choses brisées pouvaient être réparées, où les cœurs pouvaient guérir, et où leur fils pourrait grandir en sachant que parfois, les plus belles familles étaient celles qui avaient appris à se choisir à nouveau. Chapitre 10, le cœur rentre à la maison. Le premier cri qui perça le silence de l'aube n'était pas le gémissement affamé habituel de Will. C'était le genre de son désespéré, haletant, qui fit sursauter les deux parents dans leurs lits respectifs, à 3 chambres de distance, le cœur battant de terreur primitive. Clara arriva la première à la chambre de Will, ses pieds nus glissant sur le parquet alors qu'elle se précipitait vers son berceau, où leur fils de 6 semaines luttait pour respirer, sa petite poitrine se contractant frénétiquement tandis que ses lèvres prenaient la teinte bleutée que tous les parents de néonatologie apprenaient à craindre. Les moniteurs éclatèrent en alarme qui sonnaient comme des sirènes de raid aérien. Ethan. Son cri déchira la maison, et elle l'entendit courir avant même d'avoir fini de prononcer son nom, ses pas martelant le couloir à une vitesse désespérée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il apparut, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama, les cheveux en bataille, mais ses yeux se concentrèrent instantanément sur leur fils, qui se battait pour chaque souffle. Il ne peut pas respirer, dit Clara, sa voix se brisant alors qu'elle soulevait Will de son berceau. Sa respiration s'est juste arrêtée, et je ne sais pas quoi faire. Ethan composait déjà le 911 tout en attrapant la trousse d'urgence qu'ils avaient rangée dans l'armoire. Souviens-toi de la formation RCR pour nourrissons, des protocoles de ventilation pour les prématurés. La formation de Clara en néonatologie prit le dessus, tel un réflexe. Ses mains bougèrent avec une précision exercée alors qu'elle positionnait Will pour la ventilation, tandis qu'Ethan comptait les compressions et surveillait les points de pouls avec une intensité concentrée. « Allez, mon petit bonhomme » murmura-t-elle contre les petites lèvres de Will en lui donnant de prudentes insufflations. « Allez, Will. Respire pour maman. » Pendant 30 secondes qui parurent 30 ans, leur fils resta bleu et en difficulté, pris entre la vie et la mort, tandis que ses parents se battaient pour le maintenir en vie avec rien d'autre que leur formation et leur amour désespéré. Puis Will prit une inspiration saccadée qui gonfla correctement ses poumons. Sa couleur s'améliora à mesure que l'oxygène revenait dans son système, et son cri fut le plus beau son que l'un ou l'autre de ses parents ait jamais entendu. « C'est ça, » dit Ethan, le soulagement et la terreur toujours en guerre dans sa voix. « Continue de respirer, Will. Continue de te battre. » L'ambulance arriva 6 minutes plus tard, mais Will respirait normalement et protestait bruyamment d'avoir été dérangé. Les ambulanciers le déclarèrent stable mais insistèrent sur un transport à l'hôpital, et Clara se retrouva de nouveau dans une ambulance, tenant leur fils, tandis qu'Ethan serrait sa main libre. Les épisodes d'apnée ne sont pas rares chez les bébés prématurés, expliqua le docteur Navarro 4 heures plus tard en soins intensifs pédiatriques. Ses poumons sont encore en développement, et parfois les signaux respiratoires sont temporairement interrompus. Le fait qu'il ait répondu immédiatement à votre intervention suggère que ces systèmes sont fondamentalement sains. Mais ça pourrait se reproduire, dit Clara, l'épuisement et la peur rendant sa voix faible. C'est possible, acquiesça doucement le docteur Navarro, c'est pourquoi nous vous renvoyons à la maison avec un meilleur équipement de surveillance. Mais ce que vous avez fait ce matin a sauvé la vie de votre fils. Votre vivacité d'esprit et votre capacité à travailler ensemble sous pression ont fait toute la différence. Alors que Will dormait paisiblement dans son lit d'hôpital, entouré de moniteurs, Clara sentit quelque chose de fondamental changer dans sa compréhension de la famille. Pendant 6 heures, elle et Ethan avaient fonctionné comme une équipe parfaite, leurs conflits oubliés face à la crise de leur enfant. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » dit-elle doucement. « Quand je l'ai vu en difficulté, j'ai paniqué, mais tu étais si calme, si concentré. »« Nous l'avons fait ensemble, » corrigea Ethan, son pouce traçant des cercles sur sa paume. Nous avons sauvé notre fils ensemble, de la même manière que nous allons l'élever ensemble pour le reste de nos vies. La promesse flottait entre eux comme un pont jeté au-dessus du gouffre qui les avait séparés. Pas leur arrangement prudent de coparentalité, mais quelque chose de plus profond,
une reconnaissance que certains liens se forgent dans la crise et se renforcent par un but commun. J'ai pensé à nous, dit Clara, ses yeux ne quittant jamais le visage endormi de Will. À savoir si je suis assez courageuse pour risquer à nouveau mon cœur après que tu l'aies si complètement brisé. Ethan se tendit, se préparant au rejet. Et te voir te battre pour la vie de Will m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, continua-t-elle. Pas parce que tu avais du succès ou que tu étais riche, mais parce que tu ferais n'importe quoi pour protéger les gens que tu aimes. Tu as appris la RCR pour nourrisson, démissionné de poste de PDG, dormi sur des chaises de néonatologie pendant des semaines parce que ta famille comptait plus que tout. Elle se tourna pour lui faire face, voyant l'espoir et la terreur dans ses yeux gris. Je veux essayer à nouveau, dit-elle, les mots plus forts qu'elle ne se sentait. Pas à cause de Will, mais parce que je t'aime encore. J'aime l'homme que tu es devenu, le père que tu as prouvé être, la façon dont tu nous as choisis avant tout ce qui comptait plus autrefois. Ethan l'embrassa avec une intensité désespérée. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient, des mois de séparation se dissolvant face à un amour qui avait tout survécu. Je te choisis, murmura-t-il contre ses lèvres. Chaque jour pour le reste de ma vie, je vous choisis, toi et Will, avant tout le reste. Je choisis d'être présent à chaque instant que je pourrai. Et je choisis de te faire confiance à nouveau, répondit Clara. Je choisis de croire que l'amour est assez fort pour survivre à nos pires erreurs. Je choisis de construire quelque chose de nouveau avec toi. Pas notre ancien mariage, mais quelque chose de mieux, forgé par la perte et renforcé par l'espoir. Alors que Charleston s'éveillait derrière les fenêtres, leur petite famille était assise ensemble, connectés par le toucher, l'amour et le genre de lien qui pouvait tout surmonter. Will dormait paisiblement tandis que ses parents planifiaient un avenir qui incluait tout ce qu'ils avaient failli perdre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Clara, sa main entrelacée avec celle d'Ethan. « Maintenant, nous rentrons à la maison, dit-il. Nous ramenons notre fils à la maison et construisons la vie que nous aurions dû avoir depuis le début. Des dîners de famille où les téléphones sont éteints. Des histoires avant de dormir qui comptent plus que les réunions. Des dimanches matins paresseux où le seul programme est d'être ensemble. Et quand Will sera plus grand, sourit Ethan, quand il demandera pourquoi maman et papa ont divorcé avant sa naissance. Nous lui dirons la vérité. Que parfois, les gens doivent tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Que son papa était un imbécile qui a failli laisser la fierté lui coûter tout ce qui valait la peine. Et que sa maman a été assez courageuse pour pardonner des erreurs impossibles. Et si on gâche tout à nouveau? Alors nous réparons à nouveau, dit simplement Ethan. Nous continuerons à nous choisir, à choisir l'amour, à choisir notre famille avant tout le reste. Le docteur Navarro apparut avec les papiers de sortie. Quelqu'un est prêt à rentrer à la maison. Sa respiration a été parfaite et tous les tests sont revenus normaux. Alors qu'il se préparait à quitter l'hôpital, Clara sentit un nouveau départ s'installer autour d'elle comme une bénédiction. La distance prudente qu'elle avait maintenue était remplacée par le genre de partenariat qui pouvait affronter n'importe quelle tempête. Il y a autre chose, dit Ethan, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Au lieu d'une bague en diamant, elle contenait une simple alliance en platine gravée de coordonnées. L'endroit exact où je t'ai demandé en mariage au jardin Magnolia, expliqua-t-il nerveusement. Je ne te demande pas de m'épouser à nouveau. Je te demande de me choisir à nouveau, chaque jour, de la même manière que je te choisis. La bague était parfaite dans sa simplicité, un symbole de choix plutôt que de possession. Quand elle la glissa à son doigt, c'était comme rentrer à la maison. Je te choisis, dit-elle. Je nous choisis, notre famille. La vie magnifique et imparfaite que nous allons construire ensemble. Will choisit ce moment pour se réveiller, ses yeux s'ouvrant pour se fixer sur ses parents avec une intense concentration avant de leur offrir son premier vrai sourire, qui valait chaque instant de douleur qu'ils avaient enduré. 3 heures plus tard, ils franchirent leur porte d'entrée en tant que famille, où il endormit dans les bras de son père tandis que sa mère portait le moniteur qui aiderait à le garder en sécurité. Le manoir semblait différent maintenant, non pas comme un monument au succès, mais comme une maison où l'amour vivait. Bienvenue à la maison, Madame Stone, dit doucement Ethan. Bienvenue à la maison, M. Laneston, répondit-elle avec un sourire, bien que je pense que Will puisse garder son nom d'origine sans complication. Alors que Charleston s'installait dans le soir, la petite famille était assise ensemble dans la chambre d'enfant, regardant leur fils dormir tout en planifiant un avenir qui incluait tout ce qu'ils avaient failli perdre et tout ce pourquoi ils avaient appris à se battre. Les moniteurs bipaient doucement,
Une berceuse mécanique parlant de vigilance et d'un amour qui ferait n'importe quoi pour protéger les choses précieuses. Dehors, la mousse espagnole se balançait comme une bénédiction de la nature sur ce nouveau départ, et la ville de Charleston s'endormait autour d'une famille qui avait appris que l'amour n'était pas quelque chose que l'on trouve une fois, mais quelque chose que l'on choisit encore et encore, jusqu'à ce que ce choisir devienne aussi naturel que de respirer. Le premier mot de Will serait « Dada », suivi immédiatement de « Mama », comme s'il comprenait que certaines choses étaient destinées à aller ensemble. Mais le son préféré de ses parents serait toujours son rire, éclatant et plein du bonheur qui ne pouvait venir que du fait d'être aimé complètement par des gens qui avaient appris à s'aimer de la même manière. Leur histoire d'amour n'était pas celle d'un millionnaire qui voulait récupérer sa femme, mais celle de deux personnes imparfaites qui découvrirent que les plus grandes victoires ne se remportaient pas dans les salles de conseil, mais dans les moments calmes où l'on choisit de se battre pour l'amour au lieu d'y renoncer.